Donc bonjour à tous pour cette grande table ronde 2021, l'Odyssée de l'espèce. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par 2021, l'Odyssée de l'espèce? C'est qu'on s'est rendu compte, à la faveur des événements de ces derniers mois, qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pensait indépendantes qui, en fait, sont liées. Santé, environnement, économie, sociale. Auparavant, ces domaines étaient clairement séparés. Mais depuis quelques mois, nous réalisons qu'ils sont étroitement liés. Le saccage de la biodiversité peut engendrer des catastrophes sanitaires qui bouleversent l'économie, qui aggravent les inégalités. En sens inverse, la précarité sociale peut miner la croissance, favoriser les pandémies, entraver le progrès écologique. Donc, dans nos sociétés qui sont de plus en plus complexes et interdépendantes, comment faire pour briser ces enchaînements catastrophiques et favoriser une qualité de vie globale? Donc, nous avons la grande chance pour tenter de répondre à cette question, d'avoir avec nous donc Jean Jouzel, climatologue, donc, que beaucoup d'entre vous connaissent, Maud Lelièvre, qui va intervenir ensuite en distanciel par vidéoconférence de l'UICN, Isabelle Wachsmuth, de l'Organisation mondiale de la santé, Marie-Monique Robin, journaliste, réalisatrice, Marc Fumier, spécialiste en agronomie, Jonathan Attias, qui a sorti le livre La désobéissance fertile, et Christophe Sommet du Ushuaïa TV. Donc vous voyez, ça fait beaucoup d'intervenants, ça fait beaucoup de contenu. Il va falloir qu'on tienne en 1h30. Ça va être difficile avec tous ces intervenants qui ont des choses passionnantes à nous dire. Et nous avons confié l'introduction à Jean Jouzel, que nous remercions encore pour sa participation, et qui va nous dire, qui va nous brosser en quelques mots comment il voit cette question de l'Odyssée de l'espèce et de l'interconnexion entre santé, environnement, économique et social. Merci Alexandre. Bonjour à tous et à toutes, et bonjour à vous tous et à vous toutes. Le réchauffement climatique est d'ores et déjà la troisième cause de perte de biodiversité. Disons après, la première, c'est vraiment notre changement d'utilisation des terres. On va parler de déforestation, bien sûr, mais aussi chez nous, disons, le remembrement dans ma Bretagne natale a été vraiment extrêmement négatif par rapport à la biodiversité, le changement d'utilisation des mers et puis la prédation. Ensuite viennent la pollution. Mais déjà, le changement climatique est une cause très claire de perte de biodiversité. Et en fait, si rien n'était fait pour lutter contre ce changement, nous irions vers 4-5 degrés à la fin du siècle et la moitié des espèces, faune, flore, une grande partie des espèces, auraient alors une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. On comprend bien, disons, un réchauffement très important, très rapide, on le comprend, ferait que beaucoup d'espèces ne pourraient tout simplement pas s'adapter, disons, aux nouvelles conditions climatiques. C'est un des exemples de cette complexité qu'a cité, bien sûr, Alexandre. C'est aussi le thème de notre discussion. Alors, on peut regarder vraiment dans toutes les directions et globalement, je dirais que le réchauffement climatique, donc c'est plutôt mon domaine d'expertise, en tout cas de connaissance, a le mauvais goût, sauf de très rares occasions, d'exacerber les autres problèmes environnementaux. C'est plutôt ça, donc la perte de biodiversité, mais c'est aussi vrai pour les ressources en eau, évidemment. Les ressources en eau, certaines régions, alors on peut parler déjà de régions où les précipitations sont moins importantes. Alors sur toute la planète, un réchauffement, c'est plus d'évaporation. C'est important à avoir ça en tête. Il y a aussi, bien sûr, des régions où il y a moins de précipitations. Allez, parlons du pourtour méditerranéen. Et dans ces régions, évidemment, la disponibilité en eau deviendra moins importante. Mais quelque chose qui est peut-être moins évident, par exemple dans le nord de la France, si on prend le bassin Seine-Normandie, eh bien, à horizon de 30, 40, 50 ans, les eaux de surface sont moins importantes à cause de l'évaporation, même si les précipitations ne changent pas. Alors cela, les précipitations, ça a beaucoup de conséquences sur la sécurité alimentaire. On voit bien, quand on va parler de réfugiés climatiques, eh bien, disons, il y a
deux ou trois raisons. Il y a trois raisons principales pour être réfugié climatique. L'insécurité alimentaire. Dans des régions où on ne peut plus tout simplement se nourrir, eh bien, on a tendance à les quitter. Les événements climatiques extrêmes, des inondations fréquentes, des sécheresses qui sont aussi, bien sûr, à l'origine de l'insécurité alimentaire. Et puis, bien sûr, c'est plus spécifique aux régions côtières, tous ceux qui habitent dans ces régions côtières. Et les régions côtières, on oublie assez souvent que, évidemment, l'élévation du niveau de la mer, la submersion est un problème. La salinisation des régions côtières qui vraiment affecte de façon très claire les rendements agricoles dans ces régions, et là aussi avec des risques d'insécurité alimentaire sont là. On peut prendre tous ces problèmes environnementaux, eh bien ils sont, je dirais, exacerbés. Mais ce dont on discute dans l'Odyssée de l'espèce, ce ne sont pas simplement les problèmes environnementaux. Alors là, je suis très marqué par 10 ans de conseil économique, social, environnemental, parce qu'il n'y a pas un avis, j'étais dans la section environnement, et il n'y a pas un avis du conseil où on ne parle pas des aspects sociétaux, des aspects économiques de ce dont nous discutons. Et une chose qui m'a marqué, un des avis qui m'a marqué, c'est celui que j'ai fait avec une juriste, Agnès Michelot, sur ce qu'on appelle la justice climatique, c'est-à-dire plutôt l'injustice climatique. Disons que si on prend, alors on peut égrener, comme j'ai commencé à le faire, toutes les conséquences du réchauffement climatique. Ça m'arrive de le faire, mais ça prend 1 heure ou 2. C'est pas ce qu'on va faire là. Mais ce qui est important de retenir et ce qui nous réunit, c'est que la première conséquence du réchauffement climatique, alors si vous prenez non pas les conséquences une par une, mais dans leur ensemble, c'est vraiment le risque d'accroissement des inégalités. Bien sûr, entre pays pauvres et pays riches, mais ça existe aussi dans des pays comme le nôtre, dans les pays riches, dans les pays développés. Les couches les moins aisées de la population sont plus vulnérables par rapport au réchauffement climatique. Je prends un exemple, je suis parisien, je suis de ceux qui peuvent partir en Bretagne quand il fait trop chaud, c'était le cas avant-hier, j'étais en Bretagne. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ces villes, qui tout simplement ne peuvent pas partir et ont des habitats extrêmement difficiles. Donc voilà cette inégalité. Il y a beaucoup d'inégalités. Et il y a aussi une autre inégalité auquel on peut penser, c'est quelquefois des mesures prises pour lutter contre le réchauffement climatique, l'augmentation de la taxe carbone qui était envisagée il y a 2 ans, sont profondément injustes. L'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle était envisagée aurait affecté, alors en termes relatifs, bien sûr, pas en termes absolus, puisque c'est quand même une question de consommation, eh bien, le dernier décile, les couches les plus pauvres auraient été largement plus affectées que les plus riches. Donc on voit bien 3 fois plus, les 10% de la population, et c'est quand même ce qui est au point de départ du mouvement des Gilets jaunes. Donc on voit bien toute cette mécanique qui fait qu'il ne s'agit pas que de problèmes environnementaux. Il s'agit aussi de problèmes économiques, de problèmes sociétaux, souvent de problèmes culturels. Ce qui marque, quand on va, par exemple, dans l'accord de Paris, on voit, en fait, ce terme de justice climatique est rentré dans l'accord de Paris un peu par la fenêtre, mais grâce à des populations autochtones qui se disent très attachées à leur culture. C'est assez important comme démarche. Voilà, et pour terminer, je vais terminer sur une note plus optimiste, je vais être optimiste, c'est que c'est aussi, je crois, on va parler de transition, alors pas simplement de transition climatique, énergétique, de transition écologique au sens large. Et on est très attaché. Je suis actuellement responsable d'un groupe de travail auprès de Frédéric Vidal sur comment enseigner la transition écologique dans l'enseignement supérieur, ce qui n'est absolument pas fait actuellement. Beaucoup des élites ne savent pas simplement de quoi elles parlent quand elles parlent de biodiversité ou de climat. Des élites actuelles, je dirais. J'espère que ce ne sera pas le cas pour ceux qui sortiront de l'université. Eh bien, cette transition écologique, c'est vraiment au sens large. Il faut en prendre la mesure des aspects environnementaux, et il n'y a pas que le climat, c'est clair, mais aussi des aspects sociétaux, culturels, économiques. Et en termes d'économie, je crois quand même qu'on peut envisager, je pense que réussir cette transition, c'est un gage de dynamisme économique. Je suis vraiment pour... non pas pour la décroissance, mais pour une croissance différente. C'est un vrai changement de mode de fonctionnement de nos sociétés. C'est bien ça qu'il faut voir avec, je le crois franchement,
un dynamisme économique, mais aussi une qualité de vie plus importante. Et c'est ça le message par rapport, et je suis sûr que vous avez tous votre point de vue là-dessus. Et bien sûr, les problèmes de santé et d'environnement qui vont être évoqués par Isabelle sont très importants également. Je cite souvent ces chiffres. Un réchauffement climatique non maîtrisé, je dirais, disons 3 ou 4 degrés dans la deuxième partie de ce siècle, ce serait 30 à 40, une multiplication par 30 ou 40 du nombre de victimes des événements extrêmes en Europe. Donc on serait dans un monde, actuellement c'est à peu près 5%, un Européen sur 20 qui chaque année fait face à un événement climatique extrême. Ce serait plutôt 2 sur 3, à plus 3 degrés. Donc on voit bien qu'on rentre dans un monde différent. Merci. Donc voilà, c'est cette vision très large, mais que nous avons tous, je crois, autour de cette table, de cette transition dont on va discuter aujourd'hui. Merci beaucoup. Jean est parfait. En plus, il respecte parfaitement son timing. C'est formidable. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment, Jean. Est-ce que Maud Lelièvre de l'UICN est avec nous? Est-ce qu'on va pouvoir parler avec elle en distanciel? Ou est-ce qu'on interroge d'abord Isabelle? Attendez, je vais questionner la régie. Bon, ça devrait être bon. Donc OMS, Office mondial de la santé. Voilà. Organisation mondiale de la santé. Non, mais alors ça c'est vous. Voilà, et là, maintenant, non, je m'en mêle un peu. Et donc, Maud Lelièvre, qui est avec nous, donc de l'UICN. Bonjour Maud, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous nous entendez bien? Parfaitement, oui, oui. Bon. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, commencer par nous rappeler ce qu'est l'UICN et nous dire sur quel sujet vous êtes actuellement? Enfin, nous rappeler déjà ce que c'est que l'UICN. Merci à vous de votre invitation. L'UICN, c'est une vieille dame, une vieille organisation internationale qui a été créée après la guerre et qui regroupe aujourd'hui 1400 organisations internationales, ONG et les États. C'est à la fois un mixte entre les États et des organisations membres qui sont des ONG, des agences, des muséums d'histoire naturelle, et qui a pour objectif d'être le thermomètre de l'état de la biodiversité dans le monde. C'est-à-dire d'établir... UICN, qu'est-ce que ça veut dire? L'Union internationale de conservation de la nature. D'accord. Vous en connaissez sans doute les listes rouges qui sont publiées de façon régulière dans les journaux et qui indiquent l'état des espèces, l'état de menace des espèces. Aujourd'hui, c'est par exemple 14% des oiseaux, 26% des mammifères, 33% des coraux. Et la France héberge un certain nombre de ces espèces menacées. L'UICN fait des travaux scientifiques, un peu comme fait... le GIEC dans un certain nombre de domaines climatiques, et puis elle apporte aussi des programmes concrets de terrain à l'ensemble des pays du monde. D'accord, mais alors, pour que ce soit bien clair, l'IPBES, par rapport à l'IPBES, parce qu'on entend dire que c'est le GIEC de la biodiversité, alors vous, quelle est la différence entre UICN et IPBES? Un certain nombre des scientifiques sont d'ailleurs dans les deux maisons. L'IPBES fait vraiment des rapports scientifiques, des rapports d'alerte, comme fait le GIEC pour le climat. Le plus connu sans doute en France aujourd'hui est celui qui a été publié en 2019 avec des chiffres un peu clés, et notamment le chiffre à retenir est celui de 1 million d'espèces végétales et animales, soit 1 sur 8 qui risque de disparaître à brève échéance. L'UICN a des programmes d'action. Elle établit les listes d'espèces en voie de disparition, leur état de menace. C'est-à-dire que vous vous rendez pas seulement compte de la situation actuelle, vous donnez un certain nombre de solutions. Et on porte des programmes internationaux qui sont portés dans l'ensemble des pays. Par exemple, la création de listes vertes, qui sont des aires de protégées, des aires de conservation, qui existent en France, mais qui existent dans un certain nombre de pays. Vous connaissez sans doute aussi les solutions fondées sur la nature. L'idée qu'il faut s'inspirer de la nature pour trouver des solutions, par exemple sur le réaménagement des cours d'eau. Et ça, ce sont des programmes de recherche portés par les meilleurs experts au monde
qui permettent de trouver des solutions aussi de terrain. Comment est-ce que vous qualifieriez la situation de la biodiversité aujourd'hui? Est-ce que c'est très grave, totalement catastrophique, désespéré, ou est-ce qu'il y a quand même quelques lumières au loin? Alors, si on dit, je pense qu'il y a un vrai parallèle entre la biodiversité et le climat. Je suis ravie que Jean Jouzel soit là aujourd'hui. J'ai eu la chance de travailler avec lui et des collectivités françaises sur la mise en accusation totale sur le réchauffement climatique. Et pour m'inspirer de ce qu'a pu dire Jean par le passé, c'est si on a un discours totalement alarmiste, il est plus utile de faire quoi que ce soit. La prise de conscience, elle se fait à partir d'événements majeurs. Pour l'UICN, l'événement majeur, ce sont les indicateurs de disparition. Mais si on dit que c'est fini, alors plus personne ne fera rien. Donc nous travaillons à ce que la situation qui est particulièrement grave soit vraiment prise en compte au niveau des États, puisque le congrès de l'UICN est un congrès de membres, mais qui se prépare depuis toujours des décisions internationales, des conférences internationales. Je vous donnerai un exemple. Dans les années 60, c'est un des travaux réalisés par l'UICN. L'UICN avait fait un livre rouge des espèces en danger, et la question de la disparition des espèces n'intéressait pas beaucoup. On était dans une autre ère de développement. Et pour pouvoir agir sur la disparition des espèces, notamment les grands mammifères en Afrique, les membres de l'UICN ont l'idée de changer les règles du commerce international en disant si finalement on ne peut plus acheter, on ne peut plus vendre, on ne peut plus transporter par exemple de l'ivoire, alors elle aura moins de valeur. Alors il y aura toujours de la contrebande, mais ce sera plus compliqué. Et cette décision de l'UICN, cette action, elle a permis de créer ce qu'on appelle la CITES, la Convention de commerce international qui réglemente les espèces. Aujourd'hui, par exemple, vous ne pouvez pas acheter un bracelet au Kenya et le ramener. Ça, c'est totalement illégal et vous allez vous faire arrêter à la frontière. Et donc, ces actions concrètes, elles permettent à un moment donné de protéger le tigre du Bengale, de faire apparaître de nouvelles notions. Par exemple, le terme développement durable, c'est une résolution de l'UICN qui a eu lieu 14 ans avant Rio. Donc les consciences progressent et les décisions progressent. Et ça permet de se dire que finalement, si on regarde l'état de la planète, si l'UICN et d'autres organisations internationales comme les ONG n'avaient rien fait, aujourd'hui la situation serait pire. Donc oui, il faut être optimiste, il faut se dire que la situation est grave, mais qu'on est dans un réveil, une conscience écologique, qu'il faut augmenter l'action des États en faveur de la biodiversité, qu'il faut prendre des décisions à la COP biodiversité. Il faut savoir qu'il y a 3 COP qui sont issues de Rio, le climat que tout le monde connaît, la biodiversité qui est la CBD, et la COP désertification. Il faut que lors de ces conférences internationales, comme pour le climat, les États soient en capacité de prendre les bonnes décisions. D'accord, mais qu'est-ce qui pour vous est le plus efficace? Parce que là, vous avez l'air de dire que la solution, c'est des choses qui viennent d'en haut, qui viennent des organisations internationales, qui imposent des règles, mais est-ce que ça suffit? Et d'autre part, je crois qu'il y a beaucoup de réflexions en ce moment sur les communs, sur le fait de renationaliser des choses, de sanctuariser des zones naturelles. J'ai entendu aussi qu'il fallait au contraire privatiser, c'est-à-dire que chacun devienne peut-être parrain ou protecteur ou possesseur d'un tigre et donc paye pour sa protection, qu'on pouvait aussi peut-être rendre certains animaux sauvages, les domestiquer comme on a fait pour le chien et faire des petits tigres qui pourraient vivre dans des jardins. Ben voilà, je cite exprès des solutions qui ont l'air fantaisistes, mais il y a quelque chose qui n'a pas marché quand même dans les moyens traditionnels. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui pourrait marcher demain? Mieux. Globalement, ce qui a quand même pas marché aujourd'hui, c'est quand même, le constat peut être le même sur le climat, c'est qu'on a pris un certain nombre de décisions d'exploitation des ressources naturelles, de surconsommation, d'usage non utile de la nature pour ce qui est la biodiversité, de plantation intensive de soja dans les zones naturelles, de déforestation, de rejet du plastique dans les océans. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est quand même l'accélération de la destruction de la planète. Oui. Donc, mais pour contrer ça, au grand mot, les grands remèdes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? On entend que les braconniers en Afrique sont abattus avec des fusils à lunettes par des justiciers. Vous voyez, est-ce qu'il ne faut pas passer à la vitesse supérieure
et avec des moyens beaucoup plus drastiques. Je sais. La première action en tout domaine, faune et flore, c'est la protection. Parce qu'on ne peut pas tout restaurer. On ne peut pas tout restaurer lorsqu'on a élevé de façon les températures ont été trop élevées. On ne peut pas tout restaurer en matière de biodiversité. Ce qui a disparu a disparu. C'est excessivement compliqué de faire de la réintroduction d'espèces. Des solutions simples qui consistent à dire on va ouvrir les eaux et remettre les animaux dans la nature, ça ne fonctionne pas. C'est comme si vous mettiez votre animal domestique dans la forêt. Enfin, il y a un certain nombre de mauvaises solutions, pleines de bonnes intentions, mais qui sont des mauvaises solutions. L'action numéro 1, c'est protéger. Et protéger de façon concrète, protéger en créant des aires protégées. C'est d'ailleurs les conclusions qui ont été portées par beaucoup de gens à l'issue de la publication du rapport de l'IPBES il y a 2 ans. Et c'est un axe important porté par la France et un certain nombre d'autres États dans le cadre d'une coalition internationale. L'idée, c'est de protéger 30% de la planète. D'accord, avec donc des aires c'est de ça. protection C'est dans ça lequel il y aura. C'est l'axe principal. C'est protéger 30% de la planète qui est considérée comme des zones naturelles. C'est ça l'axe principal. Protéger les océans, protéger les aires marines, élever le niveau de protection là où c'est insuffisant. C'est plus facile de protéger en amont que de restaurer par la suite. Très bien. Ensuite, c'est ce que d'ailleurs va porter la France au moment du congrès de l'UICN. La préservation des mammifères marins, les lamantins par exemple, la protection des plus vieilles forêts d'Europe. Et au-delà de la protection, il faut durcir et réinventer des règles internationales. La lutte contre le trafic, vous l'évoquiez sur les braconniers, ça doit faire partie d'une priorité. Pour 2 raisons. La première, c'est que le braconnage et la contrebande d'espèces sauvages rapportent plus d'argent que ne rapporte le trafic d'armes ou d'êtres humains. Donc ce sont des trafics qui alimentent des réseaux criminels. Et j'étais il y a quelques semaines avec l'ambassadeur à l'environnement à l'aéroport de Roissy, on a assisté à la saisie douanière. Il faut savoir qu'il y a 1 tonne par semaine d'espèces qui arrivent à l'aéroport. Dedans, vous avez des pitons, des chauves-souris, du pangolin, des animaux souvent morts qui servent de consommation alimentaire. Mais vous avez également un certain nombre d'espèces qui sont importées pour être revendues. Donc il faut effectivement lutter contre cette contrebande. Très bien. D'accord. Merci beaucoup, Maude. Merci. Merci. Donc, je me tourne vers Isabelle Wachsmuth de l'OMS. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler très rapidement ce qu'est l'OMS et d'autre part, nous dire quels sont selon vous, et je sais que vous travaillez particulièrement sur ces sujets, les liens entre santé, environnement, voire économie et sociale. Merci pour cette opportunité d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, l'Organisation mondiale de la santé, c'est la représentation en fait des bureaux aussi pays de l'Organisation mondiale de la santé dans 192 États membres. Donc ça, c'est très important au niveau de la couverture en fait mondiale. Et donc l'idée, c'est de travailler en fait sur tous les sujets de santé, mais de santé publique. Donc de prendre en considération à la fois les données scientifiques qui sont généralement produites par des groupes en fait d'experts et de pouvoir élaborer des guidelines, je dirais en anglais, mais c'est des guides en fait destinés aux États membres pour formuler des politiques de santé en fait, ainsi que les meilleures recommandations ou options politiques qui vont permettre en fait de pouvoir être traduites en termes d'intervention directement dans les pays. Donc c'est vraiment un rôle de guidage, on va dire, en termes de politique en fait de santé publique. C'est ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas juste une association. Non. Non, mais c'est pas évident parce que est-ce qu'on peut dire que vous êtes une ONG, organisation non gouvernementale, parce non plus parce qu'en fait vous êtes l'ONU. Vous faites partie de l'ONU. Ça fait totalement partie de l'ONU. Donc c'est le gouvernement mondial.
c'est le gouvernement mondial. Donc il y a un siège qui est basé à Genève, et ensuite il y a des bureaux régionaux, donc dans les différentes régions du monde, donc par exemple en Amérique latine, en Afrique, en Asie, en Europe, et ensuite des bureaux régionaux. On a des bureaux en fait de l'Organisation mondiale de la santé au niveau des pays. Donc chaque pays a un bureau en fait qui nous permet de faire des relais justement en termes bien sûr de données, mais aussi d'expérience, de remonter les expériences, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et surtout, c'est le mécanisme, je vais dire, d'intelligence collective, donc c'est-à-dire de pouvoir réunir l'ensemble en fait des acteurs pour travailler ensemble. Quand je dis l'ensemble des acteurs, c'est pas uniquement effectivement les administrations des différents pays, mais aussi vous avez parlé d'ONG, donc l'ensemble en fait des associations pour le coup, des associations, donc la société civile, et d'établir justement un dialogue permanent entre tous ces acteurs. Et aussi bien sûr la population de chaque pays. Alors, au niveau mondial, quels sont, selon vous, les liens qui existent déjà entre santé et environnement? Alors, pour nous, on va dire, c'est systématique. Parce qu'avant, c'était deux choses qui étaient complètement... Je me souviens, il y a 15-20 ans, il y avait des gens qui s'occupaient d'écologie, d'un côté, il y avait des gens qui s'occupaient de la santé, ils ne parlaient pas entre eux, pour eux, ça n'avait aucun... Pour la plupart tous, on pensait que ça n'avait aucun rapport, quasiment, sauf Tchernobyl, enfin des cas extrêmes, mais à part ces cas extrêmes, on pensait qu'il n'y avait pas de rapport. Alors, l'origine de cette fragmentation, de cette division, en fait, c'est de percevoir la santé comme juste l'approche médicale, donc l'approche curative, on va dire, et pas d'intégrer l'approche préventive de la santé. Et il paraît qu'en France, on est particulièrement mauvais sur le préventif et qu'on est complètement sur le curatif, et donc on a du mal à comprendre ça. Parce que justement, il faut avoir une approche santé publique. C'est ça la différence. Si on a une approche de la santé que purement médicale, on ne va pas considérer en fait de manière systématique la prévention que la maladie. Et la prévention. On prend en compte que la maladie et pas la santé. Exactement. Donc c'est pour ça que l'Organisation mondiale de la santé va en fait surtout considérer ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Et donc les déterminants sociaux, c'est justement de prendre en considération la nutrition, donc la qualité en fait, pas que la quantité, mais la qualité de la nourriture qui est liée bien sûr à le rapport qu'on a avec la préservation écologique, on va dire, de la nature, pour assurer, on espère, voilà, pour tous, pas qu'un accès en quantité, mais aussi en termes de qualité. Alors aujourd'hui, quels sont les gros enjeux d'effet de l'environnement sur la santé au niveau mondial? Alors, c'est énorme, puisqu'en fait, au niveau du débat, on va dire, international, il y a aujourd'hui une prise en considération du fait qu'on est dans une approche, ce qu'on appelle système de santé. Donc, ce n'est pas juste la santé, c'est le système. Donc là, on va pouvoir, quand on prend en considération le système de santé, considérer ce qu'on appelle l'approche socio-écologique. D'accord. Donc, et travailler en fait sur à la fois, pas que la santé, mais introduire. Donc, on a une initiative qui s'appelle Une santé durable pour tous. Et donc, cette initiative, c'est de s'intéresser en même temps à la santé, à l'environnement et bien sûr à l'écologie au sens large. Mais donc, alors, sous quel aspect? Est-ce que c'est, je sais pas, la nutrition, la lutte contre l'obésité, les grands enjeux? C'est tous ces enjeux. Est-ce que vous pouvez les citer? Alors, il y a... citer 3-4 au moins. Oui, il y a bien sûr l'alimentation, la nutrition. On a parlé du climat. Les problèmes d'obésité qui sont énormes. Oui, alors ça, c'est les déséquilibres justement qui sont liés en fait, et ça a été abordé sur le fait que par exemple on ait une production de masse très importante et qu'on va, pour les zones les plus défavorisées, on a parlé d'inégalité sociale, quand par exemple le Coca-Cola coûte moins cher que l'eau, ce qui est le cas en Afrique, donc ça c'est un produit parmi tant d'autres, mais il y en a d'autres. Donc effectivement, là, on va créer un déséquilibre, surtout par exemple si je pense à l'Afrique, qui n'était pas concernée
par les maladies non transmissibles, puisque c'était plutôt une approche maladie infectieuse, donc avec le paludisme par exemple, la tuberculose et puis le sida. Et donc là, on s'aperçoit que bien l'Afrique maintenant est concernée et touchée directement par ces maladies non transmissibles qui sont en train c'est de les maladies qu'on appelle chroniques. Les maladies chroniques. Alors, donc quels le sont les autres? Diabète, l'obésité dont vous cancer. avez parlé, cancer, absolument, tout ce qui est infarctus, donc qui sont liés justement liés à l'alimentation, donc à l'environnement. Alors qui sont liés à l'alimentation, mais c'est des facteurs en fait concomitants, puisqu'en fait c'est là qu'est la complexité, et c'est pour ça qu'il faut avoir une approche absolument multidisciplinaire, mais aussi multisectorielle. Et donc, c'est d'arriver à comprendre, voilà, quels sont les vrais facteurs qui sont liés à l'environnement ou qui sont liés justement au mode de vie, donc au niveau de la partie culturelle, de la partie sociale, comment ça va interférer en fait au niveau du contexte. Donc, il faut prendre en considération dans les prises de décisions politiques aujourd'hui la partie contextuelle. Et ça a été le défi, puisqu'on il y avait une approche en fait très, je vais parler en anglais, top-down, donc très centralisée. De haut en bas. De haut en bas, merci. et donc l'idée c'est de pouvoir en fait à la fois d'aller de bas en haut, c'est-à-dire de faire remonter des solutions. Exactement. Et donc de prendre en considération les expériences aussi locales et d'apprendre de ces expériences locales. Donc là, on n'est plus juste sur des données, on va dire, qualitatives, mais on est aussi sur des données, quantitatives, mais sur des données qualitatives. Donc, c'est-à-dire, quels sont les éléments qui vont faire que ça devient contextuel et comment je vais intervenir sur ce contexte et apprendre, etc. Donc, c'est pour ça que plus les disciplines se parlent, travaillent ensemble en termes de collaboration, de co-création, même aujourd'hui, on parle de co-création, parce que là, même sur le domaine culturel de l'art, par exemple, donc comment on fait un pont entre les sciences et l'art, notamment pour communiquer sur des problèmes importants de société, c'est très important de pouvoir prendre en considération tous les acteurs. Quand les problèmes sont liés, il faut que les solutions elles-mêmes soient liées et transdisciplinaires. Merci beaucoup. Marie-Monique Robin. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, alors on vous connaît, on vous a vu dans les médias, la télé, vos films, vos livres sont très commentés, mais quand même, si vous pouviez rappeler brièvement votre itinéraire et les sujets sur lesquels vous avez travaillé avant et le sujet sur lequel vous travaillez aujourd'hui. Alors moi, je suis réalisatrice, écrivaine depuis 30, je ne sais plus combien d'années. Et j'ai fait des films et des livres, donc pour vous en citer quelques-uns, Escadron de la mort, l'école française, Le monde selon Monsanto, Les moissons du futur, où était Marc, n'est-ce pas? Notre poison quotidien, qu'est-ce qu'on attend? Enfin, j'ai fait 200 films à peu près qui sont déclarés avec des sujets très divers, parce que les escadrons de la mort et la torture, et aujourd'hui les pandémies, c'est... Non, en fait, mon thème central, ce sont les droits humains. Donc, les droits vous humains. pouvez tout regarder avec les lunettes des droits humains, et vous arrivez au climat, n'est-ce pas, Jean? Vous arrivez à la santé, vous arrivez à qui possède les semences, vous arrivez donc à Monsanto, vous arrivez à qui bat les femmes, les maris, et vous arrivez... Les droits humains, c'est ça mon obsession. Donc, voilà. Peut-être rapprocher un peu votre micro parce qu'on ne vous entend pas très bien et donc, de votre bouche. Le dernier film, d'abord livre, parce qu'en fait, en général, je fais un film et un livre et tout ça sort en même temps. Mais avec le confinement, évidemment, j'ai d'abord fait le livre qui s'appelle La fabrique des pandémies, voilà, qui est sorti donc il y a 3 mois. C'est une très belle maquette. Oui, il y a un pangolin, vous allez voir, il n'a rien à voir avec tout ça, le pauvre. Et puis, bientôt, je suis déjà en train de tourner le film qui accompagnera ce livre. On en parlera tout à l'heure avec Christophe de Ushuaïa TV. Donc là, je suis censée vous expliquer en 10 minutes le contenu d'une enquête qui a duré 1 an et demi et que j'ai réalisé auprès de 62 scientifiques. Alors, c'est un livre de confinement, parce que ce sont des entretiens que j'ai réalisés
par Skype ou par téléphone. Donc des virologues, des parasitologues, des médecins, des vétérinaires, des anthropologues, des sociologues, pluridisciplinarité. Alors, ils ont tous en commun qu'ils ont publié beaucoup d'études sur cette question, la question de l'émergence de maladies infectieuses. Alors, je rappelle un chiffre que vous, l'OMS, vous avez donné. Jusqu'aux années 1970, l'OMS estimait qu'il y avait une émergence de maladies infectieuses tous les 15 ans. Et aujourd'hui, nous sommes à 5 par an. Voilà. Donc, c'est une explosion des maladies infectieuses. Et la question, c'est de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, moi, ce n'est pas moi qui ai la réponse, c'est les scientifiques qui ont travaillé là-dessus. Et je suis très heureuse de servir de passeuse, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, les scientifiques ? Et ils nous disent, premièrement, les pathogènes, les agents pathogènes, les virus, les bactéries, les parasites ne sont pas distribués par hasard sur cette planète. Il y en a d'abord beaucoup, là où il y a une grande biodiversité, ce qui est assez logique, finalement, c'est-à-dire dans les zones tropicales. On a beaucoup d'espèces animales, beaucoup d'espèces végétales, et les pathogènes font partie de la biodiversité, donc il y en a beaucoup dans les zones tropicales. Alors voilà pourquoi la plupart de ces maladies infectieuses émergentes ont émergé dans les zones tropicales. C'est aussi simple que ça. Alors quand vous dites ça, vous vous dites, voilà, première réaction, vous apprenez que ces agents pathogènes sont hébergés dans des réservoirs. C'est d'abord les rongeurs, ensuite les primates, et ensuite les chauves-souris. Vous vous dites, on va détruire tout ça, c'est facile, on va les exterminer, comme ça on sera tranquille. Eh ben non, c'est tout le contraire. C'est le contraire, oui. Voilà. Alors, moi je dois dire que j'étais très impressionnée par ces travaux réalisés donc, par pas mal de scientifiques qui ont donc travaillé sur ce qu'on appelle l'effet dilution. C'est très contre-intuitif, vous avez compris, des endroits où il y a beaucoup d'animaux sauvages, donc beaucoup d'agents pathogènes, eh bien, c'est aussi des endroits où émergent les maladies infectieuses. Et si on détruit la biodiversité, ça provoque justement ces émergences. Alors, je vais faire très court, mais il y a un exemple très parlant. Ce sont des scientifiques américains qui ont travaillé sur la maladie de Lyme aux États-Unis, donc maladie où on dit Lyme parfois en français, enfin moi je dis Lyme, et qui ont donc montré que le réservoir de la bactérie qui va pouvoir infecter les tiques et donc peut-être les humains, c'est une espèce de rongeur qu'on appelle les souris à pattes blanches. Alors c'est magnifique, parce que vous allez voir, la famille des rongeurs est extrêmement grande, donc il y en a une, c'est les souris à pattes blanches. C'est les seuls qui ont cette bactérie. Vous m'avez suivi ? Toutes les autres espèces de rongeurs ne sont pas réservoirs de la bactérie, d'accord ? Alors si vous voulez limiter le risque d'être contaminé par une tique qui va donc, pour s'infecter, devoir mordre une souris à pattes blanches, qu'est-ce qu'il faut ? D'abord, il faut plein de rongeurs différents autour. Parce que, vous voyez, la probabilité que la tique morde la souris à pattes blanches va être diluée, d'accord ? Donc, voilà. Et il faut aussi qu'il y ait des prédateurs, par exemple, qui vont contrôler la population des rongeurs. Et en fait, on se rend compte que quand on déforeste ou qu'on fragmente une forêt, on fait partir les prédateurs, parce que les renards n'ont plus assez d'espace pour vivre, les vautours. Voilà. 2, on fait partir tous les rongeurs qui sont ce qu'on appelle des rongeurs spécialistes. C'est-à-dire que ce sont des rongeurs qui sont liés à certaines niches écologiques, à certains types d'alimentation et qui vont disparaître parce que vous avez cassé la forêt. Vous avez mis par exemple du soja transgénique, comme j'ai vu dans Le Monde selon Monsanto en Argentine. Voilà. Donc vous avez vu comment la biodiversité dilue le risque. Et ça, c'est absolument capital de le comprendre. La biodiversité nous protège. La biodiversité, c'est vraiment c'est un joyau qui est aussi le garant de notre santé. Alors, quand vous la détruisez, parce que vous ouvrez une route, parce que vous faites des mines d'or, comme je viens de voir en Guyane, parce que j'ai commencé à tourner le film, ou parce que vous allez semer du soja transgénique pour alimenter les poules, les vaches et les cochons, dont tu vas nous parler, Marc, de Bretagne, industrielle, ou parce que vous autorisez Total, notre grand Total, à importer de l'huile de palme d'Indonésie pour mettre dans sa raffinerie des Bouches-du-Rhône, quand vous faites ça, eh bien, vous allez donc entrer en contact avec ces agents pathogènes potentiels et vous allez donc pouvoir déclencher une maladie à potentiel épidémique. Et je rappelle d'ailleurs que dans cette longue liste des maladies zoonotiques, donc ça veut dire des maladies qui sont transmises des animaux sauvages à 70% aux humains, eh bien, on oublie de dire que le sida en fait partie. J'arrive du Gabon, j'arrive de pas mal d'endroits là en ce moment, ça s'est passé au cours des 2 derniers mois. Au Gabon, eh bien, j'ai un virologue dans un très grand laboratoire à Franceville m'a rappelé que le sida, le VIH est apparu
parce que les Occidentaux, les Européens, ont déforesté les forêts africaines et sont rentrés en contact avec des primates. Et ensuite, il a fallu un siècle d'adaptation pour que ce virus s'adapte et devienne pandémique. Donc voilà. Alors, une histoire qui résume très bien ce que je viens de vous dire et les facteurs anthropiques, donc liés à l'activité humaine, c'est l'histoire du virus Nipah. C'est un virus qui est apparu à la fin des années 1990 en Malaisie. L'histoire est la suivante. On déforeste sur l'île de Bornéo pour mettre des plantations d'huile de palme, monoculture. Les chauves-souris qui vivent dans cet espace, alors moi je suis devenue amoureuse des chauves-souris, mais vraiment amoureuse des chauves-souris. Ce sont des mammifères volants extraordinaires qui, pour pouvoir faire cette prouesse, eh bien, ont développé un système immunitaire vraiment unique et qui va faire qu'elles peuvent être bourrées, mais littéralement, de virus sans tomber malade. Sauf que les scientifiques montrent que quand vous détruisez leur habitat, elles stressent. Et quand elles stressent, elles se mettent à excréter tous ces virus dont elles sont porteuses. Alors elles peuvent contaminer un pauvre pangolin qui passe par là, hein, pourquoi pas, même s'il n'a rien à voir avec la Covid-19. Voilà. En tout cas, elles sont obligées de s'enfuir. Et dans mon histoire, elles se rabattent sur les côtes de Malaisie, où il y a des plantations de manguiers au milieu de fermes porcines industrielles. Donc très intéressant, monoculture plus élevage intensif. Dans cette histoire, ce sont des chauves-souris frugivores, parce qu'il y a des insectivores, enfin, là, ils sont frugivores. Donc elles mangent les fruits, les mangues, elles défèquent, elles contaminent les cochons. Et là, vous apprenez que nous sommes très proches du cochon. Nous partageons 75% de nos gènes avec 95% de nos gènes avec le porc. Si vous voulez humaniser un virus zoonotique qui vient d'une chauve-souris, passer par la case cochon, passer par un élevage industriel de cochons, génial, banco, direct à l'homme. C'est ce qui s'est passé. Les ouvriers agricoles ont été contaminés. Et ironie de l'histoire, ces cochons n'étaient pas destinés à la Malaisie, c'est un pays musulman, donc ils étaient destinés à l'exportation vers Singapour et ensuite le marché chinois. Et là, ils ont contaminé les ouvriers des abattoirs. Et donc, vous avez là les 3 facteurs principaux de l'émergence de ces maladies infectieuses. La liste est très longue. Zika, chikungunya, MERS, Covid, le premier SARS, le Covid là maintenant. Mais vous pouvez prendre... Mais la liste est extrêmement longue, quoi, hein. Lassa, enfin, etc. Eh bien, déforestation. Ensuite, industrialisation de l'élevage, qui sert souvent d'amplificateur de ce virus, qui permet ensuite au virus de s'adapter, parce qu'il faut quand même qu'il s'adapte. Pour faire simple, un virus, ça ne saute pas d'une chauve-souris à l'homme. Ça ne saute pas non plus d'une oie sauvage, pour ce qui est de la grippe, à l'homme. Il faut passer par la case poulet, et ensuite, souvent, la case cochon est très bonne, parce que c'est là qu'on va avoir une pandémie. Et puis, pour finir, globalisation. Ça, c'est des facteurs clés qui sont à l'origine de l'émergence de maladies infectieuses. Donc, tout ça est très bien raconté par tous ces scientifiques que j'ai interviewés. Et j'ai encore un petit peu de temps. Alors oui, mais je voulais vous poser une question. D'abord, donc, ce qui s'est passé pour le Covid, si je résume, c'était dans les chauves-souris. Les chauves-souris ont déféqué, ont été stressées des virus dans des élevages de porcs industriels, et c'est parti à l'exportation en Asie. Non, pour le Covid. Ah non, non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé pour le Covid? Non, là, je viens de dire ça pour le Nipah, le virus Nipah. Ah bon, d'accord. Le virus Nipah, ça donne des encéphalites extrêmement graves. Il meurt, hein, vous mourrez. Le virus Ebola, je dis ça parce que le virus, on oublie quand même dans cette affaire, c'est ce que m'ont dit les scientifiques, c'est que la Covid et le SARS-CoV-2, donc qui est l'agent pathogène à l'origine de la Covid, ne tue que, excusez-moi de dire ça, moins de 0,1% des gens. Ce n'est rien, c'est toujours trop quand on a des proches. Mais ce que je veux dire, quand on remet ça dans la big picture, n'est-ce pas, Ebola tue 60 à 80% des gens. Le Nipah tue 80% des gens. Bref. Donc, pour la Covid, on ne peut pas répondre à votre question. Ce qui est sûr, c'est que le coronavirus vient d'une chauve-souris. Ça, c'est sûr. Clair, sûr, certain. Après l'itinéraire jusqu'à l'homme, on à la n'est pas différence du sûr. premier SARS 2003 à Hong Kong, où on a pu identifier qu'il y avait eu un passage d'un virus, donc d'un coronavirus de chauve-souris, vers des civettes palmées masquées, qui sont des petits mammifères qui vivent dans les forêts asiatiques, et malheureusement, qu'on élève aussi intensivement en Chine par ailleurs, eh bien, ça fait... Voilà, c'était l'animal intermédiaire, l'hôte intermédiaire, c'est comme ça que parlent les virologues, et ensuite a contaminé les humains. Dans l'histoire de la Covid-19, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un coronavirus qui vient de chauve-souris.
On ne sait pas quel est l'animal intermédiaire, toujours pas. On a dit au départ que c'était le pangolin, ce n'est pas vrai. Et tout ça est expliqué dans mon livre que vous allez bien sûr tous lire. Qui sera disponible à la fin de la séance. Voilà, bref, voilà. Je ne peux pas tout dire en 10 minutes, vous comprenez. Et ensuite, donc, on ne sait pas. Hein, et ensuite, ça a contaminé les humains. Il n'est pas exclu, et j'arrêterai avec ça parce que c'est une hypothèse qu'on ne peut pas renier, enfin, on ne peut pas évacuer, qu'il soit sorti d'un laboratoire P4 de haute sécurité de Wuhan. Ah, c'est possible quand même. Mais ça ne change rien. Alors, je dis quand même, ça ne change rien. Pourquoi il y a plein de laboratoires P4 ? Moi, j'étais au Gabon, il y en avait un laboratoire P4 parce qu'il y a eu Ebola, donc ils ont un laboratoire P4. Il y a des laboratoires P4 à Wuhan parce qu'il y a eu le SARS, le premier. Donc voilà, ça ne change rien à ce que je suis en train de dire. Les causes restent les mêmes. De Voilà. toute façon, c'est principalement un problème de destruction de la biodiversité avec une globalisation. Oui, mais et l'intensification de l'élevage. Mais je voudrais quand même, excusez-moi, vraiment finir par quelque chose qui nous concerne, pas finir, mais terminer cette histoire qui nous concerne tous. Vous avez compris, quand vous détruisez la biodiversité dans les zones tropicales où il y a beaucoup d'agents pathogènes potentiels, et ils sont là depuis la nuit des temps, ils ne nous ont jamais embêtés. S'ils nous embêtent, c'est que nous, on les embête. Et on en a besoin non seulement parce que la biodiversité est absolument capitale, c'est indispensable pour la vie de l'humanité. Et puis quand on la détruit, de toute façon, en plus, c'est pas bon pour le climat. Donc tout ça est lié. C'est les mêmes causes qui provoquent ce que Jean connaît parfaitement, c'est-à-dire le dérèglement climatique, qui provoque aussi donc, évidemment, cette émergence d'un risque infectieux qui est globalisé. Moi, les scientifiques que j'ai interviewés, ils m'ont dit on est rentré dans une ère d'épidémie, de pandémie et de confinement chronique. C'est pas une bonne nouvelle. Hein. Après, il y a des solutions. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Ce que je voulais vous dire, c'est que, mais chez nous, où on a aussi détruit la biodiversité, énormément détruit la biodiversité par toutes nos activités humaines. Ce que démontrent les scientifiques, et ça m'a beaucoup impressionné, c'est que, je fais très très court parce que je n'ai pas le temps, si on veut avoir un très bon système immunitaire, il faut qu'entre 0 et 2 ans, c'est très précis, entre 0 et 2 ans, nos enfants soient confrontés à beaucoup de biodiversité, à ce qu'on appelle en anglais les old friends, les vieux amis de l'homme, les parasites, y compris les vers intestinaux, vous verrez dans mon livre, c'est incroyable. Et puis évidemment, les plantes, les arbres, tout ce qui va faire que le système immunitaire de nos enfants et leur microbiote va être totalement stimulé et va faire que leur système immunitaire est fort. Donc c'est tout le contraire de tout ce qu'on nous a dit depuis longtemps, désinfecter, l'hygiène, ne mettez pas ça dans ta bouche, si, crapahutez les mômes là, allez-y, mettez tout dans votre bouche, c'est tout le contraire. Et qu'est-ce qui se passe ? Je dis ça parce que c'est très intéressant. On a annoncé, vous le savez, à l'OMS, on avait craint une énorme hécatombe en Afrique. Il n'y a pas eu d'hécatombe en Afrique. J'arrive du Gabon, 2 millions d'habitants, 140 morts. Je pars en Thaïlande, 80 millions d'habitants, 228 morts. Et ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas compter les morts. Hein. C'est pas vrai. Hein. Il y a des études qui sortent là-dessus, dont je parle dans mon livre, et qui sont très intéressantes, et qui font le lien entre ce qui nous arrive à nous dans les pays occidentaux où on a tout bétonisé, où on a détruit la biodiversité. Vous savez qu'on parle des facteurs de comorbidité, on vient d'en parler, l'obésité, le diabète, toutes ces maladies chroniques. C'est ces gens-là chez nous qui meurent, hein, d'accord ? Parce qu'ils ont des microbiotes, je fais très court, nuls, oui. Ratatinés. Et pourquoi en Afrique ils ne meurent pas? Parce que vous verrez, les scientifiques comme Serge Morand en Thaïlande, ils ont prélevé du sang sur des centaines de Thaïlandais dans le nord de la Thaïlande, dans les campagnes. Parce que ça, je vous parle des campagnes, je ne parle pas des villes. Les microbiotes des habitants de Bangkok, c'est les mêmes que ceux de Paris et de New York, c'est-à-dire 0. Hein, donc on est tous, voilà, on fait tous de l'obésité, enfin tous. Voilà, vous voyez, voilà. Et il a fait des prélèvements donc, sur les ruraux de Thaïlande, Serge Morand, un parasitologue, ils ont tous attrapé le coronavirus, mais ils sont pas, non seulement ils ne sont pas morts, mais ils ne sont même pas tombés malades. Hein. Donc ça veut dire, alors, en termes ça veut dire que ces gens-là ne sont pas morts. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent à la campagne, il y a plein de forêts. Leurs animaux ne sont pas parqués dans d'atroces élevages intensifs. Voilà. Les animaux sont dans les... Vous savez, comme on voit en Afrique, ils traversent la route, ils sont là. Ils vont aller en contact des chauves-souris des forêts, ils vont attraper un coronavirus. Donc tout le monde va avoir attrapé plus ou moins, comme la grippe, un petit peu, voilà. Mais ça suffit pour avoir une immunité croisée. Donc la solution, c'est un mode de vie plus proche de la nature, moins détruire la nature, voilà. Moins se laver, peut-être ? Moins se laver ? Oui, bien sûr. Alors, non seulement ça veut dire... Vraiment, enfin, moins se laver, oui, parce que maintenant on sait qu'on a lavé beaucoup trop nos bébés avec des produits en plus qui sont... Arrêtez de désinfecter tout le temps les biberons tout désinfecter. Et puis surtout, réintroduire de la biodiversité partout dans nos villes. Moi, je vous verrai un scientifique
extraordinaires d'Australie qui travaillent là-dessus. Hein. Dans les villes, il faut repenser l'architecture aussi. C'est-à-dire qu'il faut repenser il faut avoir des jardins partagés, il faut que nos enfants dans les crèches, ils aient des jardins, ils mettent la main dans la terre, ils attrapent des vers de terre. Enfin, et puis, voilà, arrêtez de casser la biodiversité. Voilà. Tout ça pour vous dire que, vous voyez le lien entre... Tout ça, c'est la destruction de la biodiversité. D'un côté, quand vous la détruisez dans les pays tropicaux, vous favorisez l'émergence d'agents pathogènes. Et après, la destruction de la biodiversité dans les villes a fait que nous sommes plus vulnérables à ces agents pathogènes que nous avons par ailleurs sortis du bois. Vous voyez ? Résultat donc il y a de tout ça, beaucoup d'idées acquises qui sont bouleversées par tout voilà, ça. et résultat de tout ça, c'est qu'on nous parle maintenant, les scientifiques, de la 4e transition épidémiologique, c'est-à-dire qui caractériserait l'Anthropocène. Vous savez, cette nouvelle ère géologique dans laquelle nous sommes entrés en raison de l'activité humaine, dont l'une des caractéristiques, c'est le dérèglement climatique, l'autre caractéristique, c'est la biodiversité, la destruction de la biodiversité, et l'émergence de toutes ces maladies infectieuses qui vont, mais pas que, mais aussi des maladies chroniques. La 4e transition épidémiologique, pour faire très très court, c'est quoi ? Bon, la première, c'est quand on était sorti d'Afrique, hein, il y a très longtemps, 150 1000 ans. Voilà. La deuxième, c'était le néolithique, quand on a fait l'agriculture, l'élevage. La troisième, c'est les grandes routes commerciales, la peste transportée par les bateaux, la colonisation qui a exterminé, pour ces mêmes raisons d'ailleurs, les Indiens, par exemple, de l'Amérique latine. Et la quatrième, c'est un double fardeau sanitaire que vous connaissez bien à l'OMS. Le premier, qu'on a tendance à oublier quand même, 9 millions de morts comme les maladies chroniques, dues à tous ces polluants chimiques dont j'ai largement parlé dans notre présent quotidien, les perturbateurs endocriniens, etc. etc. Ça. Le deuxième fardeau, c'est ce qui nous arrive, et qui n'est que le début d'une très longue liste. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Ça, là, ce qui nous arrive là. C'est même pas le début, c'est la suite, et ça va s'accélérer. C'est le risque infectieux. Tout ça est dû à un mode de vie qui ne respecte pas, global, à un système économique, un mode de vie qui ne respecte pas l'environnement. Nous sommes arrivés là à des points de rupture parce que la nature n'en peut plus et la planète n'en peut plus. Elle n'en peut plus, ça dérègle le climat, elle n'en peut plus parce qu'on a détruit la biodiversité. Donc, pour résumer, il faut prendre des mesures. Et pour ça, on a besoin d'une vision globale, holistique, qui permette de replacer l'homme au cœur de l'environnement, de se dire qu'on ne peut pas continuer à dire eh bien, nous allons nourrir les poules et les vaches et les cochons industriels de Bretagne avec du soja d'Argentine, parce que ça contribue à tout ce que je viens de vous dire. On ne peut pas continuer à dire nous allons signer un traité de libre-échange avec le Mercosur, les pays d'Amérique latine, qui prévoit qu'on va importer du bœuf du Brésil, parce que quand on fait ça, on détruit l'Amazonie et on provoque tout ce que je viens de vous dire. Donc vous voyez, c'est une vision holistique que nous devons absolument développer. Et ça voudrait dire que des organisations internationales comme l'ONU devraient servir de phare, mais que ça se décline dans tous les gouvernements. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à trouver des mesures qui sont des mesures qui soient globales. la mesure du problème et qui soient globales. Et ça sera alors ce que vous dites les scientifiques, c'est que c'est du win-win-win. Si on fait ça, c'est bon pour le climat, c'est bon pour la biodiversité, c'est bon pour la santé. Alors moi j'ai tout le temps, qu'est-ce qu'on attend ? On attend d'avoir les bons politiques pour faire ça, c'est tout. Oui, ça reste encore difficile. Merci beaucoup, Marie-Monique. Marc Dufumier, est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter et nous dire ce qu'il en est de l'alimentation, puisque c'est votre sujet. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui une alimentation saine qui nous nourrisse tous sans nous rendre malades et sans détruire la planète ? Écoutez, donc je suis enseignant-chercheur et j'ai beaucoup travaillé dans les pays tropicaux, mais la réponse à votre question, elle est catégorique. Oui. Oui, on peut nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière, avec des systèmes de production qui vont permettre aux agriculteurs de s'adapter à ces dérèglements climatiques et même de contribuer à l'atténuer. Évidemment, ce sont des systèmes de production très différents de l'agriculture industrielle que Marie-Monique vient de dénoncer. Ça va être très, très différent. Mais globalement, de quoi a-t-on besoin ? Alors d'abord, déjà, s'il y a 800 millions, un peu plus même, de gens qui souffrent de la faim aujourd'hui, s'il y a 1 milliard de gens en plus qui souffrent de carences nutritionnelles, ça n'a rien à voir avec une insuffisance de nourriture. Il y a pléthore de nourriture dans ce monde, mais l'excédent de nourriture est acheté par des riches et donc ça échappe à des pauvres.
Et ces riches, y compris, ils jettent à la poubelle, la date de péremption est passée. Il y a de la nourriture qui échappe à des pauvres qui sont trop pauvres, qui sert à nourrir des cochons, des volailles, et donc des animaux peut-être même en surnombre. Et puis il y a aussi quand même beaucoup de nourriture qui échappe à des pauvres qui sont trop pauvres et qui sert à fabriquer de l'éthanol, de l'agrodiesel, du méthane, des agrocarburants, pour donner à boire à des voitures. Donc la première chose à faire, on va mettre fin à la pauvreté, première mesure, Marie-Monique, on va mettre fin à la pauvreté dans le monde, d'avoir des gens qu'on met en concurrence, des gens qui travaillent à la main, en concurrence avec des gens équipés de moissonneuses-batteuses, des gens à qui on dit soyez compétitifs, et ils ne peuvent pas l'être dans 2 sacs de riz qui se vendent au même prix sur le marché mondial aujourd'hui. Il y a 200 fois plus de travail de la femme qui a repiqué le riz à la main que dans le sac qui est d'à côté, qui a été produit dans l'Arkansas avec des tracteurs forte puissance. Si vous avez autant de gens qui migrent aujourd'hui, essayent de traverser le désert libyen et la Méditerranée, c'est le fait de la pauvreté. Ça fait partie, y compris des réfugiés climatiques aujourd'hui, je veux dire, et autres. Mais ça, il faut y mettre fin. On va mettre fin aux inégalités de revenus. Les gens qui fréquentent les restaurants du cœur en France, ça n'a rien à voir avec le fait que la France ne produit pas assez de poudre de lait et de blé. Rien à voir. Les gens qui sont dans les bidonvilles au Brésil, pourquoi ont-ils faim alors que leur soja brésilien, leur maïs soja nourrit nos cochons? Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec une insuffisance de nourriture. Par contre, c'est vrai, il y a des pays qui se sont spécialisés. On leur a dit, spécialisez-vous sur les avantages comparatifs, produisez du café, produisez du cacao au Cameroun, en Côte d'Ivoire, et ils n'arrivent pas à dégager des revenus suffisants pour acheter une alimentation qui n'est pas produite chez eux. Alors la question devient maintenant chez eux. Chez nous, on pourrait produire moins, mais mieux. Cesser de concurrencer ces paysanneries du Sud avec nos excédents de produits bas de gamme. On va arrêter ça. Mais est-ce que là-bas, on pourrait effectivement se nourrir correctement et suffisamment avec les moyens du bord? La réponse, en règle générale, il y a quelques exceptions, c'est oui. Vous savez qu'on a besoin d'une alimentation équilibrée, c'est des calories, des protéines, des minéraux, des vitamines, des fibres et des antioxydants. Mais une alimentation saine, c'est aussi, s'il vous plaît, pas d'hormones dans le lait, pas d'antibiotiques dans la viande, pas de perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes. Mais les calories dont on parlait tout à l'heure, l'énergie, la première bonne nouvelle, vous savez d'où ça vient? L'énergie qu'on trouve dans l'alimentation du soleil. Pas de pénurie de rayons soleil avant des milliards d'années, mais on va en faire un usage intensif de ces rayons du soleil, une couverture végétale verte, la plus totale et la plus permanente possible. Association végétale, la milpa mexicaine, allez voir Moisson du futur. Vous découvrirez que les associations végétales... Mais en France, je connais des gens qui sèment des lentillons entre leurs rangées de blé ou du févrole, qui associent les rayons du soleil qui ne tombent pas sur les feuilles de blé, tombent sur les feuilles de lentillons. Il faut que les feuilles soient vertes, oui. Il faut que nos plantes soient suffisamment alimentées en eau. Et c'est la gestion de l'eau dont on sait, effectivement, que la répartition spatiale et temporelle va devenir de plus en plus chaotique et aléatoire. Alors là, l'eau, je vous dis, l'eau de pluie, celle qui nous est donnée gratuitement, alors plus rien ne doit ruisseler. La couverture végétale va empêcher le ruissellement. On va remettre des haies. Et il faut que tout s'infiltre. Il faut que le sol soit poreux. Moi, on m'a enseigné le labour. Maintenant, j'enseigne zéro labour, technique culturelle simplifiée. C'est les vers de terre, c'est les colomboles, c'est les cloportes, c'est la biologie des sols, à la condition de ne pas mettre des produits pesticides qui vont rendre le sol poreux, qui vont faire en sorte que toute l'eau de pluie va être emmagasinée dans les sols, va être disponible pour que la plante puisse transpirer, puisse continuer la photosynthèse. Figurez-vous que la photosynthèse, fabriquer du sucre, de l'amidon, des lipides, des hydrates de carbone. Avec le carbone, d'où vient le carbone? Mais Jean Jouzel va vous le dire, ça vient du gaz carbonique. Y a-t-il pénurie de gaz carbonique dans l'atmosphère? Excusez-moi, il y a pléthore. La plante va prendre le carbone, libérer l'oxygène pour nos poumons, va fabriquer du sucre, de l'amidon, des lipides, de la paille, des racines qui, quand ça va se décomposer, va fabriquer de l'humus, séquestrer du carbone dans le sol, retenir l'eau. Mais attendez, excusez-moi, les solutions, on la connaît. Tout l'eau doit s'infiltrer. Il faut que le sol soit riche en humus. Sauf que vous les dites tellement vite qu'il y a tellement d'idées dans ce que vous dites. Vous allez voir. Vous allez voir. On va séquestrer du carbone dans les sols si la plante peut transpirer suffisamment alimentée en eau. C'est ça l'idée. Couverture végétale verte, la plus totale et la plus permanente. On a besoin de protéines. Et vous savez, le carbone de l'humus, ça, évidemment, ça contribue à atténuer le réchauffement climatique, on est bien d'accord. Hein. Mais en plus, l'humus, c'est ce qui fait que le sol a une stabilité structurale et retient l'eau. Hein. Donc, moi, j'ai vu du mil et du sorgho au Niger sur des parcs d'acacia albida, de Féderbia albida, on dit aujourd'hui. Le rendement du mil et du sorgho est 3 fois supérieur à quand il n'y a pas d'arbre. Mais de plus, cet arbre, c'est une légumineuse. Que je vous ai dit, on a besoin de calories, mais on a besoin de protéines. Et les protéines, c'est les hydrates de carbone sur lesquels il faut rajouter de l'azote. L'azote, c'est l'azote de l'air, 79% d'azote. Pas de pénurie avant des siècles, on va en faire un usage intensif. Sauf que rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone pour fabriquer des protéines, c'est coûteux en énergie.
Alors l'agriculture industrielle, elle utilise des engrais azotés de synthèse. Bah oui, coûteux en énergie fossile, gaz naturel russe ou norvégien, et très émetteur de protoxyde d'azote. Alors, principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique. Jean Jouzel va se fâcher. Donc on va arrêter avec les engrais azotés de synthèse, mais les alternatives, tous les agriculteurs la connaissent, ça s'appelle légumineuse, trèfle, sainfoin, lotier, luzerne, févrole, pois chiche, lentillon. Tiens, le lentillon qu'il avait semé entre ses rangées de blé, l'agriculteur en question, ces légumineuses nous fournissent des protéines en utilisant l'énergie solaire. Et ça fertilise le sol par la voie biologique en azote, ce qui fait que la betterave, le tournesol ou le colza qui va suivre la légumineuse dans la rotation n'aura plus besoin d'engrais azotés de synthèse, donc plus d'économie. Une économie en énergie fossile et moins d'émissions de protoxyde d'azote. Alors, Si vous voulez. attendez, La suite du reprenez raisonnement, votre ça va être souffle. les éléments minéraux. Mais allez-y, posez votre question. Non, Si c'est qu'est-ce qu'on attend, alors oui, ça, cette question-là, moi aussi, je me la pose. non, c'est simplement qu'il y a tellement d'idées, d'informations dans ce que vous dites, c'est tellement riche que j'ai un peu du mal à tout retenir. Donc, est-ce que vous pouvez nous redire un peu en résumé, finalement, quelles sont les décisions à prendre? Alors, d'abord, ce que je n'ai pas très bien compris, c'est est-ce qu'il faut relocaliser? Alors, Est-ce qu'il faut relocaliser les ou est-ce qu'il décisions faut à une prendre. autre mondialisation? les décisions à déjà prendre, hein, c'est couverture végétale verte la plus totale possible et des plantes soigneusement alimentées en eau en empêchant les ruissellements. D'accord. Et en permettant aux plantes de séquestrer le carbone du gaz carbonique, de fabriquer de l'humus et de permettre au sol de résister à l'érosion. Et puis de mettre des légumineuses dans nos rotations nous assolements, et ça c'est y compris les pays déficitaires comme la France, mais l'Europe des 27, pardon. Oui, c'est-à-dire Et qu'il ne faut déficitaire plus aux élever de la 3/4. viande, il ne faut plus faire de Nous, l'élevage. nous pour de sommes la viande. déficitaires pour les 2/3 en France, et franchement, aller importer du soja brésilien, de l'azote de l'air brésilien, pour alimenter nos animaux en surnombre, qu'on n'élève plus sur la paille. En vous savez, déforestant, comme dit en Marie-Jeanne. déforestant, ça, on a contribué à déforester en forêt En amazonienne. créant des Ils pandémies. cultivent du soja. Effectivement, tout ça a été dit par Amélie, je ne vais pas répéter. Mais en plus, ce soja qu'on importe, on le donne à des animaux qui ne sont plus élevés sur la paille, parce que la paille est dans le bassin parisien. L'élevage, l'excès d'élevage est dans Bretagne. Et du coup, ce n'est pas du fumier qu'on produit, c'est du lisier. Ça nous fertilise des algues vertes avec l'azote. Donc on va aller chercher de l'azote brésilien pour fertiliser des algues vertes sur le littoral breton. Et quand vous êtes dans le bassin parisien, où il n'y a plus d'élevage, bien sûr, il n'y a que de la paille, il n'y a plus de fumier. Comme il n'y a plus de fumier, il n'y a plus l'azote de l'urine. Et comme il n'y a plus l'azote de l'urine, on met l'azote de l'urée. Et l'urée, vous l'avez vu. Bon, alors, on va arrêter ce cirque, si vous êtes d'accord. Oui, ça veut dire aussi qu'il y a une grande décision qui est de faire beaucoup moins d'élevage d'animaux pour les consommer. Non, on va surtout relocaliser l'élevage. Alors effectivement, si vous me parlez maintenant de l'élevage L'élevage industriel. extensif, les ranges d'élevage, où il faut qui vont émettre beaucoup de méthane, parce que les ruminants émettent du méthane par kilo de viande en Argentine, effectivement, c'est pas très astucieux. Et effectivement, mais L'élevage industriel non plus. non, mais l'élevage industriel non plus. Mais effectivement, manger moins de viande, c'est souvent recommandé pour des raisons diététiques. C'est Mais souvent pas seulement. recommandé aussi pour moins émettre de gaz à effet de serre quand il s'agit de viande rouge et des ruminants. Mais même là, il nous faut parfois être prudent, parce que si la prairie temporaire, qui a permis d'alimenter le ruminant, était avec de la luzerne, la légumineuse en question, eh ben, je vais vous dire, la betterave qui vient après, elle sera fertilisée par la voie biologique, il n'y aura pas besoin donc d'engrais azotés de synthèse, et comme le protoxyde d'azote est 10 fois plus réchauffant que le méthane, qui lui-même est quasiment 28 fois plus réchauffant que le gaz carbonique, eh ben, quand on fait des analyses de cycle de vie, c'est comme ça dans notre jargon, comment on parle, la contribution des différentes filières au réchauffement climatique, si on n'a qu'une approche filière, ça rejoint l'analyse systémique dont on parlait tout à l'heure, hein, si on fait qu'une analyse que filière par produit et qu'on oublie de voir les effets collatéraux sur le territoire, on est de nouveau dans l'erreur. Beaucoup de mensonges sont par omission, parce qu'on oublie, parce qu'on a tout cloisonné. C'est quand même un peu ça le débat d'aujourd'hui. Alors j'en reviens quand même aux éléments minéraux, parce qu'on a besoin de calcium pour les os, on a besoin de phosphore pour la santé, on a besoin de phosphate, la plante aussi, hein, c'est un constituant essentiel de l'ADN des cellules et de la physiologie végétale et animale. Et là, par contre, effectivement, il y a une mauvaise nouvelle. Le calcium, les falaises calcaires, on n'en manque pas. Le potassium, les mines de potasse sont épuisées, mais j'entends pas les experts être trop inquiets sur le potassium. Mais pour le phosphore, les mines de phosphate, on nous annonce quand même que d'ici 4-5 décennies, le coût d'exploration et le coût d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va devenir hyper coûteux. Donc il nous faudra être très économe, c'est comme pour l'azote, il ne va pas falloir que ça fertilise les algues vertes, on va essayer de récupérer ça. Le mieux, c'est que tous les effluents, d'élevage surtout, avec l'azote, le phosphore, etc., hop, on refixe ça sur la paille, on remet ça dans le sol, on refabrique de l'humus, et le phosphore sera libéré pour les plantes. Ça, c'est l'économie circulaire de dernière minute. Mais il nous faut trouver du phosphore un peu ailleurs. Y en a-t-il
Alors la réponse est quand même oui. Y en a-t-il beaucoup? La réponse est quand même oui. Mais, il y a un mais énorme, c'est à faible dose dans la roche-mère, dans le granit, le schiste, la roche-mère. Là, il y a des kilomètres, mais c'est à faible dose. Et tous les jours, quand même, cette roche-mère est altérée par le climat, elle libère des éléments minéraux. Et si nous mettions des arbres qui, avec leurs racines profondes, allaient chercher ces éléments minéraux, ça remonte avec la sève, ça va dans les feuilles, la feuille morte tombe à terre, ça fertilise la couche arable. Oui, on va remettre des pommiers dans les prairies, on va réembocager nos open fields. Alors, certains disent agriculture sous parc arboré, d'autres disent agroforesterie, que m'importent les mots. Mais en plus, si vous avez maintenant des champignons, vous connaissez la truffe, c'est délicieux, des champignons dits mycorhiziens qui s'incrustent dans la racine de l'arbre, qui s'incrustent dans la racine de 80% de nos plantes annuelles, qui utilisent l'énergie de la photosynthèse et qui développent un mycélium extrêmement fin, filamenteux, tellement fin que voilà que ces champignons mycorhiziens sont capables d'aller chercher du phosphore, du potassium, du calcium dans les argiles, dans les sites internes de l'argile, là où la plante avec ses racines les plus filamenteuses ne parvenait pas à les débusquer, le champignon parvient à les débusquer et il refile ça à la plante. On appelle ça synergie, on appelle ça symbiose. On appelle ça analyse systémique, on appelle ça vision holistique, effectivement. Mais ce jour-là, écoutez, oui, en attendant qu'on ne dépende que d'énergie naturelle pour commencer à réduire en poudre cette roche-mère, en tout cas, on ne manque pas de solutions alternatives. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, quand vous me parlez de relocaliser, dans chacune des régions, on va surtout rediversifier. Tiens, on va biodiversité domestique. Figurez-vous que dans les haies, vous retrouvez des abeilles. Vous retrouvez des coccinelles qui vont s'attaquer aux pucerons. Dans la bande enherbée, vous avez des carabes qui vont s'attaquer à la limace. Oui. Dans les hautes tiges, vous avez des mésanges qui s'attaquent à la larve du carpocaps. C'est une agriculture diversifiée. Et les mésanges, elles tuent les frelons asiatiques, non, aussi? Et alors... Non, c'est les non, alors vous avez raison. Dans les arguments qui nous sont dit, les abeilles, il n'y a pas que la perte de biodiversité, évidemment, il n'y a pas que les néonicotinoïdes. Alors vous avez compris, l'agriculture moderne dont je parle là, elle n'éradique plus. Les produits ancides, porteurs de perturbateurs endocriniens, c'est fini. On va vivre avec les ravageurs, mais on va minorer la prolifération et minorer les ravages. On va s'interdire les néonicotinoïdes, mais vous avez raison, la chute des abeilles, ce n'est pas que les néonicotinoïdes, mais c'est quand même, on sait, par contre, c'est démontré. Si statistiquement c'est difficile à montrer qu'un facteur, les néonicotinoïdes, sont le facteur de la surmortalité des abeilles, on a du mal à le faire parce que c'est multifactoriel. Il y a le varroa, il y a le frelon asiatique, et il y a surtout la perte de biodiversité. Mais n'empêche que c'est démontré que les néonicotinoïdes déboussolent les abeilles. Ça, soyez tranquille, c'est comme les perturbateurs endocriniens. On vous dira, c'est pas avéré. Le glyphosate cancérigène probable, c'est pas statistiquement avéré. Mais moi, je m'interdis de vous que c'est statistiquement avéré. Les maladies cancérigènes dont on parle, il faudra attendre 80-90 ans pour que statistiquement on puisse connaître la moyenne d'âge d'apparition, de comparer entre les gens de ma génération qui n'étaient pas exposés et la jeunesse. Mais ce n'est pas statistiquement avéré, mais c'est scientifiquement démontré. Il y a 31 ans, le GIEC, il nous prédisait le réchauffement climatique. Et il y a même, je crois, un ministre de l'éducation supérieure qui a dit que ce n'est pas avéré. C'était démontré. On a perdu 30 ans pour la COP 21. Non, c'est terminé maintenant. Cette agriculture moderne qui n'éradique plus, qui vit avec des semences paysannes, des variétés tolérantes. Oui, on va respecter le choix d'une sélection paysanne de plusieurs finalement, c'est toujours la même solution, c'est le respect de la biodiversité. Mais c'est au centre c'est le respect et c'est même la résurgence d'une énorme biodiversité domestique, c'est-à-dire espèces et variétés. Agricole. L'histoire des semences qui doivent être inscrites au catalogue du GNIS, c'est terminé. Deuxième mesure, on met fin à la pauvreté, Marie-Monique. Deuxièmement, on met fin au GNIS. Mais moi, des mesures, je peux vous en proposer. La question, c'est qu'est-ce qu'on attend ? Il faut cette vision systémique, mais honnêtement, techniquement parlant, nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière. Ah oui, c'est possible. C'est parfaitement faisable. Je peux rajouter quelque chose qui est très intéressant. Allez-y. Moi, Marc, je l'ai eu dans un film, Les Moissons du Futur, où il expliquait ça très bien. Mais moi, maintenant, c'est nouveau, ce que je viens de faire. Et tout se rejoint, tu vois, Marc. Par exemple, ce que tu viens de décrire. Moi, je suis née sur une ferme. Donc, une ferme dans le Poitou-Charentes où mes parents ont pratiqué ce modèle agro-industriel. Et fort heureusement, ils en sont revenus à partir du moment où j'ai fait le monde sur le Monsanto. Enfin, bref. Toujours est-il que la question, c'était toujours mais il y a des parasites qui vont te bouffer ton maïs, enfin, tu vois, les ravageurs, etc. Mais moi, ce que j'ai découvert, c'est quand tu as une grande biodiversité, l'effet dilution, c'est ça aussi, l'effet dilution. C'est-à-dire que, tu as effectivement des parasites, mais tu as aussi des prédateurs des parasites, et il y a tout un ensemble. Et les défenses contre les parasites. Et il y a tout un équilibre qui est là. Moi, quand j'étais en Guyane, dans l'Amazonie, on était en train de tourner.
Et bon, le film, on va en parler tout à l'heure, mais il y a Juliette Binoche, la comédienne qui est associée, elle était morte de peur des moustiques. Elle pensait aux moustiques tigres, elle s'est dit, oh là 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 là, la fièvre jaune, Zika, chikungunya. Elle était habillée comme... Et en fait, le scientifique avec qui on était, de l'Institut de recherche pour le développement, il a dit, mais là, tu crains rien, parce qu'il y a 650 espèces de moustiques dans cette forêt amazonienne. Il n'y en a que 2 qui sont dangereuses pour l'homme, qui sont adaptées à piquer l'homme. Le tigre, Aedes, qui peut donc filer Zika, chikungunya, ou les anophèles qui peuvent donner le paludisme. Mais comme il y en a 650, comme c'est dilué, l'impact voilà. de chacun est dilué. Il va falloir qu'on s'arrête. Oui, Un mot moi, juste, je suis Marc, amoureux. parce qu'il faut après qu'on parle avec Oui, Jonathan Attias, qui absolument. est sur Internet. Vous parliez d'équilibre. Juste pour vous dire, je suis quand même amoureux des chauves-souris. Hein. Les nichoirs à chauves-souris pour éliminer les papillons de nuit et éviter les larves de carpocapes, c'est astucieux. Hein. Mais juste pour vous dire, quand vous parlez d'équilibre, puisque nous sommes dans un monde qui évolue de plus en plus rapidement avec ce dérèglement climatique, l'équilibre, ce n'est pas l'équilibre d'aujourd'hui. Il va falloir laisser cette biodiversité évaluer et cette possibilité pour cette biodiversité d'évoluer rapidement, hein, parce que l'histoire des oiseaux qui montent de 250 km au nord, des chenilles, des papillons qui ne remontent que 100 km, et là où maintenant il y a des oiseaux, il n'y a plus de chenilles, extinction de l'espèce, là où les chenilles sont plus bouffées par les oiseaux, ravage aux cultures, ça il faut l'éviter. Hein. Donc il faut surtout, quand on parle d'équilibre, entrevoir, prévoir, prospecter pour qu'il y ait de nouveaux équilibres et permettre à cette énorme biodiversité d'évoluer conjointement. On va tous évoluer conjointement, mais c'est fini, on n'éradique plus, on vit avec. En tout cas, ce qui est très bien, c'est que vous avez tous des solutions et que les solutions vont toutes dans le même sens. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Eh ben, des gouvernants courageux. Alors, on va essayer de parler maintenant avec Jonathan Attias. Alors, Jonathan Attias, qui est l'auteur de La désobéissance fertile, qui est là, je vois, avec nous. Très bien. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Jonathan qui nous dit, bien sûr, il faut la biodiversité, bien sûr, il faut changer toute une série de choses, mais Jonathan dit, il faut aller plus loin. Et il va vous expliquer jusqu'où, Jonathan, jusqu'où il pense qu'il faut aller dans le changement vraiment du mode de vie, et changement de mode de vie qu'il a pratiqué, qu'il pratique lui-même actuellement. Merci beaucoup, merci Alexandre. D'abord, avant de commencer, j'aimerais exprimer tout mon honneur d'être avec vous, en fait, lors de cette table ronde, parce que vous m'avez tous, à votre façon, influencé. Je vais parler d'abord de Marie-Monique Robin, parce que c'est grâce à vous, Le Monde selon Monsanto, il y a une dizaine d'années, que j'ai pris connaissance de tous les ravages qui étaient causés. Et donc, voilà, tous ces rapports scientifiques, ces documentaires ont influencé énormément ma façon de vivre, de voir le monde et d'agir aujourd'hui. Et je vous suis infiniment reconnaissant pour cela. Marc Dufumier, que vous dire d'autre à part que je vous kiffe. Voilà, c'est génial. Vous êtes à la fois un scientifique et un poète. Ça déchire ce que vous faites et voilà, heureusement qu'il y a des gens comme vous. Et quant aux autres, j'ai pris plaisir à vous découvrir et à vous rencontrer. J'aimerais, je suis très heureux d'ailleurs que vous parliez des semences, parce que moi je suis très attaché à Cocopelli, qui est cette association qui préserve les semences paysannes depuis un grand nombre d'années maintenant, et mon parcours d'être humain militant, parce que il a pris naissance il y a une dizaine d'années grâce à ces films, justement, est allé au travers des semences, de leur préservation. Et moi, je croyais fermement que la loi, si nous, en tant que citoyens, nous pouvions agir, permettrait, en fait, de préserver ces semences paysannes. On a fait, ça a donné d'ailleurs une évolution à ce moment-là législative, parce qu'on a pu, avec l'aide de Blanche Magaré-Nostreil, une super avocate, influencer le cours des lois pour qu'en 2016, les semences puissent être utilisées librement et échangées par les agriculteurs. Et donc, je me suis mis en quête, à cette époque-là, de créer un véritable lobbying citoyen en me disant que si les lobbies industriels étaient aussi puissants dans ce monde capitaliste, c'est parce que nous autres citoyens n'occupions pas la place qui nous était dévouée, à savoir influencer le cours des lois. Et donc, pendant 3 années, je me suis investi corps et âme pour essayer de changer les lois environnementales en faveur des citoyens. Et systématiquement, je me suis heurté à des murs parce que j'ai compris, lors des grandes lois environnementales qui étaient passées, qu'à chaque fois qu'il y avait un intérêt économique qui était mis face à un intérêt environnemental, c'était systématiquement l'intérêt économique qui allait prévaloir. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde capitaliste où, en fait, on va observer, on va mesurer la richesse à partir des possessions matérielles. Et donc, je suis passé par une grande phase de déprime. À ce moment-là, j'habitais en ville
à Paris et j'essayais de me rendre irréprochable dans le sens où j'essayais de limiter le plus possible mes pollutions, les dégradations potentielles et puis arriver aussi des livres sur les effondrements comme ceux de Pablo Servigne. Et là, à ce moment-là, j'ai vraiment touché le fond. Et tant mieux en fait. Je suis hyper content d'avoir touché ce fond-là parce que c'est en ayant goûté à ce désespoir finalement qu'aujourd'hui j'arrive à trouver une posture en tout cas, non pas peut-être universelle, mais celle dans laquelle je me positionne, qui fasse que je me sens utile pour la société. Et cette position, on l'a développée avec Caroline Thérèse, ma compagne. Elle se nomme la désobéissance fertile et elle consiste en 3 points très simples. C'est nous intégrer dans les écosystèmes le plus possible, c'est aggrader en lieu et place de dégrader, et enfin, c'est agir, quelles que soient les lois en place, tant que notre conscience nous intime de le faire. Et donc, ça donne naissance aussi à toute une aventure qu'on vit ici, qu'on expérimente, parce que c'est de la pure expérimentation. Donc, on habite dans des cabanes en forêt, on apprend modestement à replanter des haies, à créer, à contribuer à créer ces quelques écosystèmes forestiers, à recréer des mares quand on va extraire la terre du sol pour enduire nos cabanes. Ensuite, cette terre extraite se trouve va permettre d'avoir de nouvelles mares. Enfin bref, on essaye véritablement de voir notre existence non plus comme une plaie sur la planète, mais véritablement comme des façons de nous épanouir et de favoriser la vie. Et donc, on commet des erreurs, bien évidemment. Donc Jonathan, vous vivez donc avec ta compagne et avec vos 2 petits-enfants en bas âge, dans des cabanes, dans la forêt. Et est-ce qu'on peut voir votre maison? Parce qu'en plus, leur maison est assez belle. Enfin, c'est plus qu'une cabane, c'est une belle maison en bois, enfin, fait avec du matériel complètement naturel. Est-ce que tu peux tourner la caméra vers votre maison ou pas? Là, tu es peut-être dans un endroit pour avoir du réseau où tu peux pas? Tout à fait. En fait, là, je suis au cyberpré. C'est tout en haut de la colline parce qu'on est situé dans une zone blanche. Et donc, c'est le seul endroit où je capte. Donc, il n'y a pas la cabane derrière moi. Il y aura un pré. D'accord, mais enfin, de toute façon, vous aurez le lien Internet et vous pourrez voir tous les autres films de Jonathan et de sa famille. Pardon, je t'ai coupé, je te laisse continuer. Oui, en fait, moi, mon parcours, c'est qu'il est parfaitement hors sol. J'ai pas du tout une formation d'agronome ni d'ingénieur. Enfin, je suis absolument pas technicien et surtout, j'ai aucune attache familiale relative à la terre initialement. Et donc, c'est les semences, cet accaparement des ressources qui m'avait initialement touché. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu le sentiment que toute cette écologie intellectuelle au travers de ces rapports scientifiques qui avaient été bénéfiques pour ma prise de conscience entraînaient une limite dans la prise d'action. Et il me fallait nécessairement m'ancrer sur un territoire, donc planter mes racines dans un lieu pour être en mesure d'agir. Et donc ce lieu aujourd'hui, c'est la Corrèze. Bientôt, il sera dans le Périgord vert au nord de la Dordogne parce que c'est une zone qui est à la fois merveilleuse mais qui est en train aussi d'être détruite par l'industrie forestière intensive. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en allant sur ces terrains-là, je me suis pris d'attachement. Je suis tombé amoureux de ces saisons, je suis tombé amoureux de cette vie en fait. Et aujourd'hui, quand je vois ma position, je me vois plutôt comme un gardien d'un territoire, c'est-à-dire que quand je vois ces forêts-là, on va tout faire pour les préserver, soit en les achetant, soit en discutant avec ces forestiers, enfin en essayant de mettre en place toute forme de médiation possible. Mais mon objectif absolu va être que ces forêts-là soient préservées. Et donc, même si les lois, à un moment donné, vont aller contre nous, parce que c'est le cas aujourd'hui, où je discutais avec la commune qui va nous accueillir et nous raconter qu'ils avaient eu une formation par l'ONF, mais que cette formation n'empêchait absolument pas les coupes rases de forêt. Et d'ailleurs, ces industriels forestiers indiquaient leur chantier qu'une fois la forêt détruite. Et donc, ils sont complètement désarmés aujourd'hui. Et en fait, moi qui viens d'un monde un peu militant, assez non-violent, parce qu'évidemment, quand on œuvre à tout cela, c'est qu'on a, je pense, une portée avant tout humaniste et non-violente. J'ai réfléchi, j'ai étudié pour savoir comment ça se fait que depuis 50 ans, ce qu'on appelle le mouvement climat échoue systématiquement parce qu'on est face à des échecs permanents. Et en fait, je me suis rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est que
notre militantisme, il y avait tout un tas de codes que l'on respectait à chaque fois, qui était le fait d'élaborer une pétition, le fait de faire une manifestation, un sitting non violent, toutes ces choses-là. Et ces méthodes-là avaient fait leurs preuves par le passé, mais aujourd'hui étaient parfaitement inadaptées face aux destructions que l'on constate. Et donc, je pense surtout à des mouvements comme Extinction Rebellion, qui sont considérés comme radicaux, mais au sein duquel aujourd'hui il y a un réel essoufflement des membres. Le Covid, il est pour quelque chose, mais c'est aussi la constatation que les actions entreprises n'empêcheront pas les 2 degrés, n'empêchent pas les destructions telles qu'on les constate aujourd'hui. Et donc, il y a une véritable remise en question. Jonathan, donc ce que tu dis, c'est qu'il faut aller plus loin que des pétitions, c'est pas suffisant de s'enchaîner aux grilles, etc., comme ça a été fait par Extinction Rebellion. Il faut carrément vivre différemment, c'est-à-dire il faut s'installer, il faut essayer, mais je crois que vous êtes sur un projet là en ce moment où vous pouvez avoir le soutien de la mairie pour construire des habitations légères qui sont plus que des cabanes, qui, sans être raccordées au réseau, vous donneraient une certaine autonomie. Oui, tout à fait. Alors, je vais répondre à cette question dans un instant. Je souhaite juste terminer ce propos parce que effectivement, je parlais du fait de se rattacher à une terre, de planter ses racines dans une terre, c'est hyper important. Et ensuite, de constater les moyens avec lesquels on peut défendre potentiellement, parce qu'il s'agit évidemment de construire ce qu'on aimerait être un futur souhaitable, parce qu'aujourd'hui, on nage dans les dystopies au travers de nos imaginaires, et donc on a besoin de redéployer des récits, des histoires dans lesquelles on puisse rêver, dans lesquelles on puisse se projeter, parce que si on demande à quelqu'un aujourd'hui qu'on croise comment tu peux me raconter un monde dans 30 ans où les choses se passent bien, et personne n'est en mesure de le faire, parce que la seule auteur qui est parvenu à le raconter, c'est Colin Serrault dans La Belle Verte. Mais si on regarde l'étendue de film, aucun nous raconte cela. Et d'ailleurs, il est beaucoup plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Ça, je suis désolé, je m'écarte un peu, mais en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il faut repenser véritablement nos moyens d'action. Et il faut créer des mondes, mais il faut lutter aussi contre la destruction de ces mondes. Oui, mais l'action, c'est de vivre différemment. L'action, elle consiste à vivre différemment et également à lutter. Moi, je vois des engins forestiers aujourd'hui qui sont en train de ravager les forêts. Et je dis neutraliser. Il faut s'interposer. Vous dites qu'il faut s'interposer. Exactement. Sans qu'il y ait de violence qui soit commise à aucun moment pour des présences de vie, quelle qu'elle soit. Mais pour moi, la violence, elle vient de celui ou celle qui va détruire la forêt. Elle ne vient pas de celui qui va empêcher cette destruction. Et en fait, il y a vraiment... Nous, on questionne beaucoup tout ceci parce qu'on est là complètement désarmés à constater cela. Et on a envie d'agir. On se dit, mais quelle est notre façon d'agir? Et je pense qu'aujourd'hui, on a des... Je prends l'exemple de la forêt parce que je la vois autour de moi, mais on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples. Et je pense qu'on doit véritablement redéfinir nos existences, le sens qu'on leur attribue, le sens de nos valeurs et le sens de l'action que l'on veut porter. Et moi, je suis hyper heureux de vivre cette expérimentation dans les cabanes en forêt, parce que même si parfois elle est chargée, puisque tu parlais d'autonomie tout à l'heure, effectivement, on est autonome en eau, en électricité, on essaie de l'être en alimentation et on l'est à travers nos habitats. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'investissement. Et j'ai l'impression que cet inconfort amène beaucoup de stimulation et beaucoup de réflexion. Et donc, voilà. Bon, Jonathan, merci beaucoup pour ce témoignage qui est vraiment... on ne peut pas être plus sur le terrain que tu ne l'es. Et j'engage tout le monde à regarder sur Internet Désobéissance fertile, parce qu'il y a plusieurs films qui ont été faits par Jonathan et sa compagne, notamment sur comment cuire avec des fours solaires, comment se nourrir avec des orties, comment se nourrir en protéines avec des orties. Je voulais juste rajouter une dernière chose avant de vous laisser. C'est qu'aujourd'hui, pour faire système, pour faire société, parce qu'évidemment, le but, nous, n'est jamais de détruire quoi que ce soit, c'est pas une finalité, c'est d'accorder des droits à la terre. On a eu une révolution formidable en 1789, puis en 1948 à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aujourd'hui, il nous faut des droits pour la terre, et des droits pour la terre, il en existe depuis 2010. Ce sont les peuples autochtones qui ont établi cette déclaration des droits universels de la terre-mère. Et aujourd'hui, voilà, tout notre travail, il va être de faire en sorte que les êtres vivants disposent de droits, qui ne soient pas des droits qui soient en rapport avec nos activités humaines, mais qui leur soient véritablement acquis. Et, il faut une déclaration des droits du vivant.
des droits de la terre et du vivant, exactement. Et je pense que le moyen de nous réconcilier dans les années à venir, dans les 10 prochaines années, ce sera de travailler et d'œuvrer à ce que ces déclarations des droits de la terre puissent s'inscrire dans nos constitutions véritablement et induire un changement systémique profond. Et c'est ce sur quoi on travaille énormément aujourd'hui. Merci Jonathan. Donc, plaisir, Désobéissance fertile, vous allez voir tous les films. Merci beaucoup. Alors, on finit avec Christophe Sommet. Donc, Christophe Sommet, vous êtes directeur du Ushuaïa TV. Vous avez produit, si je ne dis pas de bêtises, le film de Marie-Monique Robin. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Ushuaïa TV, sur votre actualité? Parce que la question, c'est, on voit qu'il y a énormément de questions soulevées, il y a énormément de sujets passionnants, mais alarmants aussi, mais il y a aussi énormément de solutions. Donc comment on fait pour mettre tout ça en image, pour choisir les sujets et mettre tout ça en image à Ushuaïa TV? Je crois qu'on a une petite vidéo, déjà pour commencer. On va la regarder. I'm the light, I'm the dawn, I'm the dawn. We are the sun. Le monde se fout de savoir que ce sont ces arbres qui produisent l'oxygène qu'ils respirent. Si on perd nos semences, on perd notre nourriture. On n'a plus le temps, il faut tout tenter. Notre monde est magnifique. Je m'émerveille chaque jour de la planète sur laquelle on vit. Et on va agir. Je serai en première ligne. En total, j'ai ramassé à peine une tonne de déchets. C'est pas compliqué, les gars. On va récupérer des eaux usées après traitement, les recycler et les distribuer. Si ça marche ici, ça marchera partout. On a envie d'être les artisans du changement. Nous pouvons trouver des solutions pour le monde entier. Nous allons apprendre aux grandes villes à se nourrir elles-mêmes. Je ne pouvais pas imaginer qu'en étant si positif, on pouvait être également constructif. Alors Christophe, quelle est votre actualité aujourd'hui? Donc pour répondre à votre question, Alexandre, bonjour à toutes et à tous. Je dirais qu'en tant que média pionnier sur la protection de la planète, puisque la chaîne, vous l'avez vu, a fêté ses 15 ans l'année dernière, notre mission, c'est donc de sensibiliser le public, c'est de lui donner les clés de compréhension, les moyens d'agir à son niveau. Donc ça passe par environ 400 heures de programmes nouveaux chaque année, dont 150 heures qui sont des productions. Un gros travail d'éditorialisation, d'événementialisation. En ce moment, on est sur un mois de la protection des océans. Pour arriver sur la biodiversité, on consacrera 6 soirées spéciales en septembre qu'on a confiées à Mathieu Vidard, qu'on connaît de la Terre au carré, où Mathieu va partir avec Lambert Wilson, par exemple, en Polynésie, sur la protection des récifs coralliens. Il ira avec l'acteur Maurice Barthélémy au Congo, sur la protection des primates, avec Yann Arthus Bertrand et Fanny Agostini dans Terre ferme. Voilà, c'est passé par aussi les personnalités, je dirais, connues du grand public. On en parlera avec Marie-Monique dans quelques instants, pour donner des clés d'accès aux téléspectateurs. Tout ça en parallèle du salon du congrès de la nature dont on est partenaire à Marseille. Et là, on fait le lien avec l'UICN. Je dirais que pour réussir à toucher le public, il y a 2 axes principaux. Il y a l'axe de l'émerveillement, où on va passer par, ça c'est très Nicolas Hulot, s'émerveiller, comprendre, respecter. C'était vraiment les 3 mots-clés de Nicolas dans Ushuaïa Nature. Passer par la beauté des images, c'est donner aux téléspectateurs, aux téléspectatrices la représentation de la beauté de la planète et donc l'envie de protéger. C'est un peu du commandant Cousteau aussi. Donc ça, on passe par des documentaires avec des photographes animaliers. Par exemple, en mai, on a fait un énorme documentaire avec Laurent Baheux, photographe animalier. On a travaillé sur la protection des félins en Afrique. Et le deuxième axe, ce sont les documentaires plus engagés, plus impactants, parfois sans concession.
Oui, c'est ça, vous expliquez que vous n'êtes pas une chaîne militante au sens politique du terme, mais vous êtes une chaîne engagée, Voilà. une chaîne d'engagement. Exactement. Parce que bon, le constat, on l'a dit, il est là, on le connaît tous, donc maintenant il faut vraiment passer à l'action. C'est comment, parfois en alertant, parfois en étant plus positif, voilà, donner l'envie aux téléspectateurs d'agir. Et dans les documentaires impactants, et j'en arrive sur le sujet qui nous occupe avec Marie-Monique, c'est d'avoir eu le plaisir, l'honneur de participer à la production donc du prochain film de Marie-Monique, la Fabrique des pandémies, que nous allons diffuser, si tout va bien, en 2022, en mai. Le 22 mai 2022. Le 22 mai. C'est Voilà. la journée internationale de la biodiversité de l'ONU, n'est-ce pas? Oui, tu dis si tout va bien, parce qu'il y a des pays pour l'instant où c'est encore... la Thaïlande, ça a l'air de s'arranger, parce qu'il y a encore des pays où il faut une quinzaine, enfin bon, voilà. Voilà, c'est ça. Donc un film avec beaucoup de partenaires. Ça c'est super, l'Office français de la biodiversité, l'UNESCO, l'IRD, le CIRAD, l'INRAE qui mettent de l'argent dans ce film, le France Nature Environnement, l'Université Emory aux États-Unis. Enfin, l'idée étant de réunir, lors de cette diffusion, avec d'ailleurs France Télé Outre-mer, n'est-ce pas? C'est ça. Tous les acteurs de la société qui, voilà, aussi bien citoyens, d'ailleurs vous pouvez aller sur le site de M2R Film, vous pouvez soutenir le film en préachetant le DVD. Donc une grande communauté qu'on va essayer de créer lors de cette diffusion. Vous allez avoir la première diffusion, vous, le 22 mai, au Choya. Des gens qui se mobilisent autour de cette question de la biodiversité pour la mettre au même niveau que celle du climat, parce que, n'est-ce pas, Jean, je pense que tu seras d'accord, les deux sont liés, n'est-ce pas? Et il faut absolument voilà, les relier. Voilà. Et ça sera très beau, le film. Parce que tu as raison. Moi, je serai avec les scientifiques, hein, comme dans le livre, qui vont montrer le lien entre la biodiversité et la santé. Mais si on veut, on protège bien ce qu'on connaît bien, et puis surtout ce qu'on aime. Donc il faut avoir envie de protéger, c'est aussi vous montrer que c'est beau, que c'est, voilà, et que cette beauté, on en a besoin pour vivre, évidemment. Ça c'est un vrai enseignement qu'on a depuis 15 ans, voilà, des retours téléspectateurs, des audiences. La clé de l'entrée, de l'émerveillement reste peut-être ce qui est le plus efficace, le plus pertinent. Travailler sur les aspects positifs, voilà, aspirationnels. Voilà. Et ce que dit Marie-Monique est hyper intéressant. On a compris aussi depuis assez longtemps que faire un film, c'est bien, mais il faut travailler sur tout l'écosystème autour, donc les livres et beaucoup de digital. Le digital qui permet aussi d'adresser les communautés les plus jeunes, aller parler à un public qui n'a pas forcément la télé. Voilà. Et l'idée, voilà, c'est d'irriguer le plus possible. Et en deuxième exemple, je voulais aussi citer le documentaire qu'on est en cours de production pour rebondir sur ce que disait Jonathan. C'est un doc qui s'appelle Green Justice, quand la nature porte plainte. On est en train de suivre avec TV Presse, Jacques Aragonès, l'action au quotidien de Valérie Cabane. Voilà, justement sur cette thématique de comment donner des droits à la nature. On a déjà commencé à le faire pour que la nature puisse se défendre elle-même, finalement, par rapport à l'incapacité ou l'incompétence ou la non-volonté d'un certain nombre d'êtres humains, des hommes, des femmes, des politiques. Voilà, c'est toute cette action-là qu'on va mettre aussi à l'antenne, je pense, d'ici la fin d'année. Un très beau documentaire à impact aussi qui va faire, j'espère, beaucoup parler de lui. Alors, merci beaucoup. Alors, on a un peu dépassé le temps qui nous était imparti. Valérie, est-ce qu'on peut quand même faire une ou deux questions de la salle, très rapide? Non. Valérie me fait non. Bon, écoutez, enfin, en tout cas, nos intervenants sont là. Vous pourrez peut-être dehors leur poser quelques questions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci aux intervenants. C'était passionnant. C'est difficile d'animer un débat comme ça parce que déjà les intervenants sont déjà tellement animés qu'il faut plutôt les freiner que les animer. Bon, enfin, en tout cas, c'était passionnant. Merci encore. Merci Jean. Merci à tous. Et on se retrouve dehors pour un cocktail, je crois.
On est bon. Autant pour moi, on va changer de micro pour que ce soit dans l'ordre. Excusez-moi. On peut commencer tout de bon. Voilà. On y va. Un, deux. Genre 1, 2. Oh putain. 3, 4, c'est bon. 1, 2, 3, ok. Merci beaucoup pour votre patience et déjà que vous êtes venus après la pause raccourcie de déjeuner, parce que je pense qu'on était dans le 4J, c'est incroyable. Donc merci pour votre présence. Et on va commencer justement aujourd'hui, on a à peu près 45 minutes pour présenter le spot qui a été réalisé pour Deauville Game Awards. On commence par... je m'appelle Ursula Gleisner, je serai aujourd'hui maintenant avec vous. On commence très rapidement par catégorie lutte et adaptation au changement climatique. Donc j'ai le plaisir, premier film, c'est bien de se faire aider, de réalisateur Thomas Wiart, producteur HVH et commanditaire économique d'énergie. Vraiment bienvenue chaleureusement donc Mélanie Trasto, responsable marketing, Léa Gillet, chef de projet marketing, Zoé Chotard, business unit manager. Donc après les films, je vous invitais sur la scène de nous dire quelques mots sur les films. Et maintenant, on commence les films. One question, is there anybody here that doesn't speak French? No. Si, okay. You don't speak French? Okay, so just very shortly, we'll be showing right now short films that were nominated for the final. And we start for the first film, C'est bien de se faire aider. It's good to be helped. It's like a free translation by director Thomas Wiart and producer HVH and customer, it's Economic Energy. Okay, thank you very much. Let's see. Coucou. Ah, tu sais, quand t'as des travaux comme ça, tu peux demander une prime. C'est bien de se faire aider. Comme ça t'évite d'appeler tes potes. T'as des artisans qui peuvent vraiment faire des trucs assez professionnels, tu vois. Oh là! Moi, j'ai vu mon banquier. Charles? Rien, vas-y. Non, mais tu sais, c'est facile hein, de se faire aider. Hein. Tout le monde y a droit. Hein. Même toi. Tu disais quoi? Grâce à PEPS, votre banquier vous conseille sur les aides disponibles pour financer vos travaux de rénovation énergétique. Rendez-vous sur peps.fr pour connaître les banques partenaires et sur fer.fr pour toutes les informations utiles. Ouais, c'est ça que je disais. Thank you very much. So I invite, donc j'invite Mélanie, Léa, Zoé, donc à voir ou comme vous voulez justement pour nous dire pitch. Et merci beaucoup. Voilà, les applaudissements aussi pour les premiers films. Bravo. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Merci déjà pour les encouragements.
Donc, on est la société Économie d'énergie. On est une société qui fait partie du groupe La Poste depuis pas très longtemps. On est spécialisé dans tout ce qui est conseil en efficacité énergétique. À travers ce spot publicitaire, on promeut le programme PEPS. C'est un programme qui permet aux particuliers de bénéficier de conseils par leurs conseillers bancaires pour toutes les aides disponibles pour les travaux de rénovation énergétique. Donc, en fait, à travers ce film, on a voulu vraiment impliquer les Français pour qu'ils puissent concrètement faire des économies d'énergie chez eux et du coup participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Et plus particulièrement par ce film, on a choisi le ton de l'humour, un ton un peu décalé, pour un peu faire passer un message positif et non culpabilisant. Et du coup, on est passé par la société de production HVH basée à Paris et le réalisateur Thomas Via. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much. I will maybe translate. No, okay, thank you. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais annoncer Don't Skip Tomorrow. C'est le film Hello and Planet TV. Je sais, est-ce qu'il y a Englantine voilà, bonjour Englantine. Et je suppose que Jean-Baptiste. Voilà, enchanté. Comme ça, je vous invite aussi après les films de dire de toi amant. Donc voilà, on lance les films, s'il vous plaît. Bravo. Bravo. Je vous invite Englantine Montard, de l'agence Léo Barnett Paris, Jean-Baptiste Nicolas de Hello Planet. Est-ce que vous pouvez, comme ça, il y a 2 micros. Est-ce que vous pouvez nous dire vraiment 1 minute, je suis désolée, on est un petit peu limité, sur ces sports, pourquoi vous avez choisi cette forme. Donc je veux peut-être, commencer par Jean-Baptiste, peut-être. C'est moi, voilà. Jean-Baptiste Nicolas, je suis le fondateur de Hello Planet. Alors l'histoire est simple, c'est que j'ai eu la chance de proposer des films ici dans ce festival il y a quelques années, des films de sensibilisation qui ont eu des prix. Et en gagnant ces prix, je me suis dit que le pouvoir de la vidéo pouvait aussi permettre aux gens de s'engager, d'avoir un impact sur le futur et sur la planète et sur leur comportement. Et donc j'ai eu l'idée de monter Hello Planet, qui est une plateforme de sensibilisation via la vidéo, qui permet aussi de financer les projets d'ONG. Voilà, donc la boucle est bouclée parce que maintenant le film est là, le film du projet est là, et merci au festival. Voilà. Merci beaucoup. Et Hello Planet, donc Englantine. Donc chez Léo Barnett Paris, on a une conviction profonde qui est qu'au-delà de prescrire aux gens ce qu'ils doivent acheter, on veut les accompagner et les armer pour faire les choix d'une consommation éclairée. On considère qu'en tant qu'agence, on a une responsabilité importante et on doit produire une communication qui respecte l'intelligence des gens. On y croit vraiment et du coup, on cherche toutes les occasions pour traduire ce positionnement au-delà des mots. Et du coup, c'est avec enthousiasme qu'on a accepté d'accompagner gratuitement Jean-Baptiste et Hello Planet pour soutenir ce positionnement autour de 2 messages impactants. Le premier, c'est que la publicité peut être authentique et solidaire quand elle sert une plateforme comme Hello Planet. Et le second, c'est que les solutions contre les problèmes climatiques et sociétaux ne peuvent être dissociées des gens, de leur capacité à s'informer, découvrir et explorer. Et une plateforme comme Hello Planet permet aux gens de s'accomplir d'une pierre deux coups, parce que ce qui nous nourrit, nourrit la planète.
Merci beaucoup et j'espère que vraiment tous les agents ils vont faire l'action comme ça parce que communication vraiment responsive et en fait et sustainable, c'est vraiment génial. Donc merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Bravo. On continue maintenant avec la catégorie préservation de biodiversité. Pardon. Et on commence, c'est le film Human Hands, réalisateur Michel Rittmann-Belch d'Autriche, producteur Obscura, réalisé pour Greenpeace. Donc voilà, on commence. A petrol can and a lighter have never burnt down a rainforest. A barrel of plastic